Alors, on va parler d'une vidéo que, personnellement, je n'ai vue presque nulle part. Pour dire les choses même clairement, je ne l'ai vue qu'une seule fois. C'est une personne qui me l'a relayée. Ça venait d'un petit compte Instagram qui avait coupé un extrait d'une vidéo de Thibaut InShape sans vraiment sourcer d'où elle venait. Et l'extrait était hyper surprenant par son contenu. Mais vraiment hyper surprenant. La chaîne qui avait clippé ça, elle avait, je sais pas, 23 abonnés, un truc comme ça, quoi. Je me suis dit, ah non, mais c'est peut-être un genre de deepfake, un truc un peu chelou pour attirer l'attention et tout. Surtout que la vidéo était vraiment dégueulasse. C'était une espèce de short avec, vous savez, la moitié du clip en dessous. C'est la vidéo d'une bouteille de coca qui est écrasée par une presse industrielle. J'essaye de vérifier si c'est une vraie vidéo. Et je trouve pas. Rien sur la page YouTube de Thibaut InShape, rien sur ses pages Insta, sur ses pages TikTok, rien sur sa chaîne secondaire. J'y passe vraiment du temps. Rien à faire, je ne trouve pas l'origine de cette foutue vidéo. Et d'un coup, j'ai le déclic et je me dis, mais il y a peut-être une plateforme là, une petite plateforme que je connais un petit peu, où je suis pas allé regarder. Et du coup, je pense à Twitch. Le mec qui travaille sur Twitch et qui un jour se réveille et se dit, oui, mais en fait Twitch. Et j'ignorais complètement que Thibaut InShape avait une chaîne Twitch, donc je débarque sur sa chaîne Twitch. Problème, le problème de Twitch, c'est que c'est des lives. Et les lives, c'est foutrement long, surtout quand on cherche un truc et qu'on sait pas exactement ce que c'est. J'ai passé du temps, mais j'ai fini par retrouver l'extrait, et donc, à ma grande surprise, ce fameux extrait n'était pas du tout un fake, c'était bien une vraie vidéo, un vrai discours qu'avait vraiment tenu Thibaut InShape, et là je me suis dit, ah, ça, c'est quand même très intéressant parce que là-dessus, on va pouvoir construire une réflexion et parce que c'est hyper signifiant d'avoir ce type de discours par quelqu'un qui est tout simplement aujourd'hui le premier youtubeur francophone. Je rappelle que Thibaut InShape, c'est 25 millions d'abonnés. En comparaison, le deuxième, c'est Squeezie qui, lui, en a 19 millions. Donc, c'est vraiment énorme. J'étais pas content là dernièrement parce que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire où je donnais des conseils comment faire le ramadan pour les musulmans, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont musulmans, qui font le ramadan et qui ont besoin de conseils pour prendre du muscle pendant cette période-là, pour pas perdre de la masse, pour maintenir la masse musculaire, etc. Et beaucoup trop de personnes, on le voit le racisme pour le coup en France, et j'ai eu honte pour beaucoup de personnes qui disaient rien à foutre du ramadan, Thibaut, le carême, il est où, le carême? Pour être honnête avec vous les gars, j'en connais beaucoup de cathos et de chrétiens dans ma communauté, même dans mes amis, dans mes proches. Il n'y en a pas beaucoup qui font le carême en vrai, faut être honnête. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ces fêtes-là. Le carême, c'est le 5 mars. Et je souhaiterais, comme chaque année, bon carême à tous mes amis chrétiens. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça d'une violence et d'un racisme. Les gens qui ont dit rien à foutre rien à foutre du ramadan. Et beaucoup de personnes avaient le drapeau français en pseudo. Des gens qui avaient des propos racistes. Beaucoup de gens avaient le drapeau français. Et du coup, je comprends maintenant pourquoi beaucoup de personnes pensent que les gens qui associent le drapeau français égale facho. Parce qu'il y a des gens dans leur pseudo qui ont le drapeau français, qui soi-disant aiment la France et qui se permettent des propos fachos, et c'est pas normal, c'est pas normal. Ici on est ouvert, ici on accepte tout le monde, ici on est là pour progresser ensemble, pour faire avancer tout le monde, et on n'est pas là pour parquer les gens dans des cases, et j'ai vraiment eu honte pour ces personnes-là qui ont osé avoir de tels propos racistes en ayant le drapeau français dans leur pseudo. J'ai trouvé ça triste. Tu peux aimer la France, tu peux être patriote et tu peux respecter autrui. C'est la base. Et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils aillent se faire foutre. Je leur pisse dessus. Non, c'était compliqué. Il y en a encore un petit bout. C'est pas une guerre. C'est pas une guerre, il n'y a pas Team Carême versus Team Ramadan. Non. On est ensemble, on est français et on est unis. Quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit ce qu'on aime. Voilà. Quelle que soit notre sexualité, on est unis, on est français avant tout. Et voilà. Et on se tolère.
Beaucoup de choses à dire, on va les prendre un peu dans l'ordre. D'abord, la vidéo a 9 jours. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de quand ça date. C'est assez récent, ça a 9 jours. Et ça répond à une vraie problématique dans le milieu du sport au départ, que personnellement, j'ai souvent croisé à l'époque quand j'étais entraîneur de boxe. La question du ramadan, évidemment, quand t'entraînes pendant la période du jeûne, il y a toujours une problématique avec les gens qui veulent continuer à s'entraîner, en ayant parfois à peine rompu le jeûne ou pas encore rompu le jeûne. Moi, j'entraînais des boxeurs. Je peux vous assurer qu'un boxeur qui vient à l'entraînement, il a pas mangé depuis la journée, il a pas bu. Faut vraiment savoir accompagner ces personnes-là pour éviter qu'il y ait des blessures, que les gens se fassent mal et tout. Il a pris la parole sur ça. Il a décidé d'expliquer à ses followers qui font le ramadan comment gérer à la fois d'un côté le jeûne et leur pratique sportive. Et à ça, il se prend une shitstorm par des fachos qui lui tombent sur le cul. Tu devrais pas parler de ça. Pourquoi tu parles pas du carême, etc., etc. Là, Thibaut, il se retrouve confronté en fait à une polémique de l'extrême droite, des cathos intégristes qui prennent en fait le carême comme exemple pour stigmatiser et s'en prendre en fait à toutes celles et ceux qui parlent du ramadan. Ce sont des attaques assez violentes. C'est intéressant en fait de voir comment il décide de répondre à ça en fait, Thibaut, en disant je vous pisse dessus quoi. J'ai beaucoup aimé l'expression. Moi j'aurais dit la même chose. En gros le type arrive et il dit clairement non moi je me reconnais pas là-dedans, c'est une honte. Vous êtes en train de parler du carême. Moi j'ai jamais vu personne qui fait le carême alors que je suis dans un environnement chrétien. Ce qui est vrai. Je gérais une salle de boxe, j'ai eu à gérer des dizaines de jeunes qui faisaient le ramadan. J'ai jamais eu à gérer une fois une personne qui faisait le carême. Tout simplement parce que le carême est tombé en désuétude depuis très longtemps. Petit tunnel carême. Le carême c'est 40 jours. Ça commence cette année le 5 mars, ça finit le 17 avril avec une alternance normalement entre jeûne complet et repas frugal. Au départ, c'est une pratique qui est faite par les catholiques et les orthodoxes, mais pas par les protestants. Et c'est surtout une pratique qui est vraiment tombée en désuétude avec le temps. On n'est vraiment pas dans une tradition culturelle où le carême c'était quelque chose qui se pratiquait à l'époque de nos grands-parents. Selon les historiens, le premier moment où le carême cesse d'être vraiment appliqué en France, c'est à partir de l'édit de Nantes, donc en 1598, après les guerres de religion, après les vives tensions qu'il y a eu suivant le moment où en gros les protestants et les catholiques se sont affrontés. Tout le monde a peur dans les milieux politiques que le moment du carême marque en fait trop nettement les différences dans la population entre catholiques et protestants et que ça ravive les guerres de religion. Ça deviendrait, si vous voulez, le moment du carême, un moment où tout le monde pourrait voir qui est catholique et qui est protestant selon qui jeûne ou qui ne jeûne pas. Et donc politiquement, à partir de 1598, on va inciter les gens à faire le carême mais dans la discrétion, dans l'intimité du foyer et plus du tout comme un espèce de grand moment collectif et de partage. À la Révolution française, volonté de laïcité, donc on va interdire le carême, mais comme c'est un énorme bordel, personne va vraiment vérifier, donc la pratique se maintient sans vraiment disparaître, mais elle est à nouveau énormément diminuée. Elle revient un peu au 19e siècle, mais finalement elle disparaît à nouveau pendant les guerres mondiales, parce que l'Église en fait ne veut pas interférer avec l'effort de guerre en affaiblissant les soldats. En gros, ce qui est intéressant là-dedans, je reviens à Thibaut, c'est que ce que dit Thibaut en fait c'est assez vrai, c'est que autant le ramadan est une pratique qui a une vraie force sociale et il y a une vraie pratique du ramadan à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, de l'autre, quand bien même notre pays est fondé sur la chrétienté, donc où le carême a pu avoir une place importante, en réalité la pratique a disparu d'elle-même. Ne pas parler du carême aujourd'hui, c'est pas d'en avoir rien à foutre des personnes chrétiennes. La vérité c'est que les personnes chrétiennes ne le font pas. Il y a bien quelques jeunes qui commencent à vouloir le refaire de manière un peu stricte et tout, mais le ramadan, je rappelle les chiffres, c'est 2 milliards de personnes qui le font. Selon Jamel El Harim, chercheur associé à l'IRMAM CNRS, parmi les 5,4 millions de Français de confession musulmane, 70% d'entre eux pratiquent le jeûne du ramadan. Chez les catholiques, je pense que si on est à 5%, déjà on est large. On voit que c'est vraiment une polémique cette question carême versus ramadan, qui est en fait une instrumentalisation faite par l'extrême droite, qui vise à demander l'invisibilisation des personnes musulmanes et à ce qu'on ne parle pas d'un des plus forts moments spirituels pour la communauté musulmane chaque année, en disant pourquoi on parle de ça et pas du carême. On parle pas du carême parce que ça n'existe pas. Et pour le coup, je trouve ça très sain, la réponse de Thibaut InShape sur le sujet. C'est très bien de dire simplement aux gens, en plus c'est un mec qui est catholique et qui a fait toutes les étapes du catholicisme et tout, il en avait déjà parlé en vidéo, et que ça vienne de lui et qu'il dise non mais attendez, moi je suis pratiquant, patati patata.
à un moment donné, vous le faites pas le carême, faut arrêter quoi. Ce premier point, voilà, je le trouve très juste, je le trouve très intéressant. Mais alors là où moi je suis tombé de ma chaise, qu'il enchaîne sur le drapeau français, alors ça, je l'avais pas vu arriver. C'est vraiment là où je me suis dit, ok, ça c'est incroyable. Parce que Thibaut InShape, vraiment, un des trucs qui a fait qu'on a fini par toutes et tous se dire non mais il y a un gros souci avec ce garçon, c'est une vidéo qu'il avait fait il y a quelques temps, qui avait lancé une énorme polémique autour du drapeau français. Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de facho va. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Je comprends pas pourquoi en France on a honte du drapeau français. Regardez aux États-Unis, le drapeau américain il est partout. Il y a pas de honte à être fier d'être français. Il y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Faut être fier de notre langue, de notre éducation, de notre histoire même si elle est pas parfaite. Faut être fier de sa culture, de ses paysages, de ses montagnes, de ses mers, de ses océans, de ses villes, de sa campagne et de nos traditions. Après, bien sûr qu'il y a plein de choses à redire. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées et qui j'espère le seront. Mais la France c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors le drapeau français, on le respecte. Donc ça, c'est Thibaut il y a 2-3 ans, et donc Thibaut il y a 9 jours, c'est... Attendez, je vous remets le petit passage, que vous l'avez vu qu'une fois, moi je l'ai vu plein de fois. J'ai vraiment eu honte pour ces personnes-là qui ont osé avoir de tels propos racistes, en ayant le drapeau français dans leur pseudo. J'ai trouvé ça triste. Tu peux aimer la France, tu peux être patriote, et tu peux respecter autrui. Il finit par dire la même chose que nous les woke, ceux qui ne respectent pas le drapeau français, ce sont les fachos qui s'en emparent pour défendre des idées racistes. Oui, au départ, un drapeau c'est toujours le premier symbole de l'État, c'est son emblème visuel, donc oui, dans un sens, dire que j'aime mon drapeau, ça peut revenir à dire par un effet de langage qu'on aime son pays. Sauf qu'en France, comme dans beaucoup de pays occidentaux, au cours de l'histoire, le drapeau a aussi été accaparé par des mouvements nationalistes, des mouvements racistes, des mouvements xénophobes qui ont fait beaucoup de mal. Et c'est pour ça que nous, on ne peut pas agiter le drapeau de la même manière que les Bretons, les Algériens, etc., etc. Notre État a une histoire et cette histoire est aussi liée à des usages de son drapeau. Par exemple, dans les années 30, les ligues d'extrême droite antisémites, anti-républicaines et parfois complètement fascistes, défilaient systématiquement avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Comptez les drapeaux français, quoi. Il y a plus de drapeaux français que de mecs. C'est des gens qui démolissaient les cafés, par exemple, des personnes juives, par antisémitisme, qui tabassaient leurs clients. Ils ont essayé de faire un coup d'État et de renverser la République en attaquant la Chambre des députés le 6 février 1934, ce qui a conduit à la mort de 28 personnes. Une partie d'entre eux a fondé un mouvement qui s'appelait la Cagoule en 1930. La Cagoule, ils ont assassiné des dizaines de personnes. Ils ont commis plusieurs attentats à la bombe avant de rallier finalement le régime de Vichy et de participer à la collaboration. Pendant la collaboration, le drapeau français va être massivement utilisé par le régime du maréchal Pétain, donc qui s'appelle maréchal à l'époque, qui n'est plus maréchal après. Le drapeau va aussi être un symbole par la suite de la colonisation et des violences coloniales. Là, c'est une illustration du petit journal. Vous avez toute la symbolique. Le drapeau, l'armée coloniale en blanc avec les casques blancs à la OSS 117, là. Et en face, vous avez les populations racisées, à genoux, soumises, sous la menace des fusils. Le drapeau français, ça ne peut pas juste être, oui, le vivre ensemble, patati et patata. Le drapeau français, c'est une histoire collective qui continue aujourd'hui de s'incarner dans des mouvements haineux et violents, notamment avec un certain petit parti politique, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais le fameux Front National, dont en fait le logo reprend les couleurs bleu, blanc, rouge, donc du drapeau français, et une flamme qui n'est pas n'importe quelle flamme, vous l'avez juste à côté, la flamme du MSI, qui est en fait le mouvement néo-fasciste italien. Le drapeau, c'est pas que ce drapeau qu'on agite un soir de Coupe du Monde par exemple, et qu'on est heureux de voir gagner pendant les JO. On peut pas faire comme si sur Internet aujourd'hui, tous ceux qui mettent le drapeau français en photo de profil n'étaient pas des gens qui tenaient en parallèle des discours racistes et qu'à un moment donné, le symbole drapeau français, aujourd'hui, moi, quand je vois quelqu'un qui vient me parler en DM avec une photo de drapeau français, je sais très bien que ça va être horrible. Le symbole, en fait, a plusieurs sens. Il y a une polysémie. Le drapeau n'est plus du tout neutre. Son sens est modifié par les usages et les usages, hélas, sont extrêmement toxiques. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais essayé de faire passer ce message-là au moment de la polémique sur le drapeau français, mais le message n'était pas passé. Et on voit que finalement, même quelqu'un comme Thibaut InShape, qui est un peu un fan du drapeau, qui est quelqu'un qui aime bien l'armée, qui se sent plutôt à l'aise avec les discours nationalistes et tout, en fait, ça finit par le gêner. Parce qu'il est là, en train de se dire, mais attends, là, tous les gens qui sont en train de dire des trucs racistes sous mes vidéos ou sur Twitter, ils ont le drapeau français. Est-ce qu'on peut vraiment parler de prise de conscience? Déjà, je le dis, clairement, je trouve ça très bien et très sain que le plus gros influenceur de France
avec ses 25 millions d'abonnés, quand ils décident de parler de la question de l'islamophobie, disent si vous êtes islamophobe, je vous pisse dessus. Voilà. Il n'y a pas besoin de conversation qui aille plus loin. Moi, je trouve que c'est une très bonne manière de répondre aux racistes. C'est pas je vous tiens par la main, non mais je comprends que si, que ça, patati. Non, je vous pisse dessus. Voilà. Et je suis d'accord. Voilà. Moi, je pense que c'est presque un mode d'emploi. Mais du coup, est-ce qu'on doit en déduire vraiment que Thibaut a changé et que à partir de là, tout est pardonné? C'est compliqué. On va revenir en arrière pour comprendre ce qui est reproché à Thibaut. Au-delà de la question du drapeau, on va essayer de voir pour savoir si on peut envisager de réhabiliter Thibaut. D'abord, c'est quoi son CV? Quels sont les problèmes qu'il a causés? Quels sont les discours qu'il a pu tenir? Et quelles sont les tentatives de réparation ou non qu'il a mis en place? Et on va commencer par un enchaînement de toutes les conneries qu'a dit Thibaut. Et il a un CV. Il a un CV vraiment... comme as, hein. La chaîne de Thibaut est créée en 2013. 2 ans plus tard, il va y avoir déjà des premiers trucs qui vont remonter. Plusieurs posts Facebook vont être déterrés par des internautes et repostés en boucle sur Twitter. Je vous cite les 2 plus graves qui sont vraiment ceux qui ont fait un peu la plus grosse polémique. Donc le premier date du 24 janvier 2012 où il écrit « Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi, c'est cool ». Il brûle. Le deuxième post Facebook qui va faire encore plus polémique et à raison, c'est un noir réélu, le mariage des homosexuels adoptés, ce ne sera pas une journée facile. C'est des messages qu'il va poster avant d'être connu, hein. Du coup, à ce moment-là, il a 20 ans. Il est largement assez vieux pour en comprendre la portée problématique, mais c'est pas non plus une prise de parole publique. C'est pas un truc qu'il poste publiquement en tant que Thibaut InShape, c'est des posts privés sur sa page Facebook. Ça ne change pas leur nature problématique, mais ça change leur intention. Vous imaginez bien qu'une personne publique qui poste les mêmes messages à l'égard de son audience, on est tout de suite dans une démarche de prosélytisme raciste, de convaincre une partie de son audience de le suivre dans des représentations violentes, etc., etc. Le fait que ce soit fait de manière privée sur sa page Facebook, on est plus sur l'expression d'un racisme ordinaire, tout à fait problématique, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui n'a pas la même dimension politique. Là, va suivre une séquence de communication. Si vous êtes intéressé par la com, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Première strat, en 2018, il se dit « Non mais je vais me dédouaner, l'air de rien, ça va passer ». Donc il fait une story sur Insta où il dit, je cite la story, hein, « Ah, au fait les gens, tant que j'y pense, les tweets sur Twitter qui circulent sont fake. C'est un mec qui a fait un Photoshop de mon nom de famille. Donc continuez à partager si vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» Alors, très très mauvaise strat. Évidemment, des journalistes sont allés vérifier et malheureusement pour lui, l'archive était disponible, donc ils ont pu tout à fait confirmer que c'était des vrais message. Donc, bien emmerdé, il est obligé de changer son fusil d'épaule. L'année suivante, il est interviewé par Enjoy Phoenix qui l'amène sur le sujet et vous allez voir, le discours a changé. Mais est-il devenu meilleur? Attendez-vous à un grand moment à nouveau. Je pense à certains dramas qu'il y a eu sur toi, qu'on a vu passer, les tweets racistes et tout. Pour les tweets, est-ce que tu t'es déjà expliqué quelque part? Est-ce que tu as déjà expliqué pourquoi t'avais dit ça? Non, tout simplement parce que, en fait, c'est trop compliqué à expliquer, mais pour dire simplement, c'était en école de commerce, parce que ça remonte à 2013, et en fait c'était souvent on avait des interclasses, et pour les interclasses on part en fait de l'école, on part de cours, et il y en a qui restent en cours, et en fait on s'amusait à se pirater les Facebook à l'époque, et à se pirater tout simplement, et du coup j'avais pas, c'est vrai que j'ai un humour un peu noir, enfin, j'aime bien les blagues noires, un peu le blague noir ça veut dire, j'aime bien les blagues un peu à humour noir, et tu vois à l'époque ça m'avait pas choqué, et même mes potes, c'est mes potes tu vois, donc je m'en fous s'ils mettent des trucs, s'ils mettent des statuts pseudo controversés sur mon Facebook à l'époque, je m'en foutais, j'avais pas d'image, j'avais pas de vidéo YouTube, Thibaut InShape ça n'existait pas donc je m'en foutais. Et puis les années passées, et là j'ai commencé entre guillemets à avoir un peu plus de notoriété. Et là c'est vrai qu'il y a ces statuts là que mes potes avaient écrit du coup il y a 5 ans. C'est ressorti. Et comment dire sur Twitter que c'est des potes à moi qui se sont amusés en école de commerce à écrire ça? L'histoire elle est pas croyable, ça tient pas la route. Il y a eu une époque où les gens faisaient un peu ça, hein, ils se pirataient leur Facebook. À un moment donné, tu supprimes, tu laisses pas le truc en ligne et tout. Donc là ça passe pas et puis tu dis pas ah c'était de l'humour noir. Enfin vraiment ça tient pas la route. Mais on va finir parce que cette séquence de com extraordinaire n'est pas terminée. Après ce passage chez Enjoy Phoenix, 3e version de l'histoire. Tous les tweets que j'ai écrits en 2009 c'était lié à mon agression et 2012 c'est de l'humour noir tout simplement. En gros on a dit vous êtes raciste. Par exemple là quand vous dites un noir réélu, donc Barack Obama,
vous réduisez Barack Obama à sa couleur de peau à un noir. Ah bien sûr, mais c'est nul, mais c'est de l'humour. Et encore une fois, à cette époque-là, alors j'avais 2012, faut faire le calcul, l'âge que j'avais, mais je vais avoir 20 ans, qui entre guillemets n'a jamais écrit, n'a pas envoyé à ses potes des blagues un petit peu second degré, un peu limite. Alors, moi je l'ai jamais fait. C'est vrai? Moi j'ai jamais. Tant mieux. Moi j'ai jamais fait t'as pas de dossier comme ça. de propos racistes. On peut faire des mauvaises blagues, mais des blagues racistes, on passe le cap quand même. L'interview là qu'on est en train de voir, elle date d'il y a 8 mois, hein, donc c'est vraiment la ligne de défense actuelle. Hein. Oui, c'est une blague raciste effectivement, mais pour moi à l'époque c'était vraiment de l'humour noir parce que j'avais 20 ans, parce que j'étais pas connu, parce que j'allais pas être connu, parce que j'avais aucune vocation à devenir quelqu'un de connu. Donc tu t'en fous, tu vois, t'écris sur Facebook des trucs comme ça. C'est ressorti. J'assume, j'y peux rien, ça fera partie de ma vie, toute ma vie, ça fera partie de mon parcours. Bah, c'est pas grave, voilà, moi je suis un friand, j'adore l'humour noir, je vais pas vous le cacher, moi c'est ce qui me fait marrer comme humour, donc à ce moment-là, bah, c'est ce qui me faisait marrer. Encore une fois, je regrette, surtout si ce tweet a pu blesser des personnes, je le pense pas du tout. Je vais dire. Il y en a eu d'autres de messages, c'est aussi pour ça, c'est que c'est pas un message isolé, c'est que ce qu'on vous reproche, c'est la récurrence de ce qu'on peut taxer d'homophobie. Je vais pas tous les citer parce non, mais les gens ont déjà vu, vu, je pense, assez. Mais encore une fois, ça c'était de l'humour noir. Et en 2009, je reviens sur les tweets qui ont été postés en 2009, c'était vraiment de la colère de quelqu'un qui a 17 ans, qui se fait agresser, qui se fait taper la gueule. Je suis pas là pour me plaindre, hein. Je suis juste pour me justifier parce que les gens ils aiment bien comprendre aussi. Et c'est de la colère. Et en fait, quand t'as 17 ans, tu te fais péter la gueule. Bah, je suis désolé, t'as Facebook. À ce moment-là, j'avais Facebook. Bah, tu vis ton sac sur Facebook. Et à ce moment-là, tu penses pas au fait que dans 10 ans, je vais être youtubeur connu. Au fond, moi, je sais que je suis pas raciste, je sais que je suis pas homophobe, je sais que je suis hyper tolérant. Tous les gens qui me connaissent dans la vraie vie s'en rendent compte. Les vidéos que j'ai fait plein de vidéos avec des personnes transgenres, des personnes de toutes les religions, etc. J'ai pas, entre guillemets, je vais pas me justifier toute ma vie. Oui, j'ai écrit de la merde. Oui, j'ai écrit des trucs sous l'impulsion. Bah, tant pis, c'est la vie. Aujourd'hui, je pense faire les choses bien. Je fréquente plein de gens musulmans, je fréquente plein de gens de toutes les religions. Je vais pas me battre toute la vie. Je sais que ça se trouve, hein. Imagine, et demain, je suis ministre des Sports. Les tweets, ils vont ressortir hein, dans 30 ans. C'est sûr. Donc, c'est pas grave, c'est partie du jeu, tant pis. Donc, communication qui n'est pas très bonne. Alors, cela dit, je le redis, le but, ça va être de réfléchir après parce qu'il va avoir quand même d'autres tentatives de réparation, tout ça, plus tard. Mais là, on est plutôt sur la partie à charge. Hein. Là, on est sur la partie où on prend l'intégralité des dossiers, on les empile, simplement pour montrer que, attention, avant de réhabiliter quelqu'un, de se poser ce genre de questions, il faut d'abord, je crois, commencer par mettre les faits et les uns après les autres. Là, en tout cas, il y a plusieurs choses qui vont pas. Le fait qu'il parle d'humour noir, là où franchement c'est des messages, moi je vois pas l'humour, hein, le message sur Obama et tout, non, je vois pas la blague, quoi, tu vois. Et aussi, je justifie ces messages par son agression. Alors, c'est hyper problématique parce que c'est une lecture de la situation qui relie totalement les personnes immigrées à l'insécurité, ce qui est totalement faux. Je me fais agresser, donc d'un coup, je me rends compte que les personnes immigrées sont des agresseurs ou je ne sais quoi, et ça me fait basculer dans des discours racistes. Mais cela dit, en l'écoutant le dire, je me suis posé la question de si c'était spécifique à l'extrême droite de dire ça. Est-ce que c'est vraiment que les fachos qui tiennent ce genre de propos? En fait, non, quoi. Non. Hélas, on est dans un discours public aujourd'hui, un discours sécuritaire qui est porté notamment énormément par la Macronie, qui fait régulièrement un amalgame immigration-délinquance. Et pour avoir été agressé et laissé pour mort dans une bagarre de rue, je peux vous dire qu'après, à chaque fois que j'ai parlé de cette bagarre, j'avais en face des discours qui étaient ultra racistes. Et je vous donne quand même 2-3 facts sur le sujet, comme ça, vous pourrez répondre aux gens quand ils vous en parleront. Selon l'Institut CNRS Convergence Migration, il y a bien effectivement une surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance. En effet, sur l'ensemble des condamnés, 85% sont français et 15% de nationalité étrangère. C'est effectivement beaucoup si on prend en compte le fait que les étrangers ne représentent que 7,5% de la population. Seulement ça, c'est s'arrêter au début du chiffre et c'est ne pas faire un travail honnête. Oui, les étrangers sont surreprésentés dans la délinquance, mais pour quel type de délinquance? Les étrangers représentent 25% des condamnations pour travail illégal, 41% des condamnations pour faux en écriture et 78% des infractions relatives à la police des étrangers. On parle pas de condamnations pour avoir agressé des grands-mères au rasoir, on parle en fait pour l'essentiel de condamnations qui sont liées à la régularisation des titres de séjour. Donc le chiffre est artificiellement gonflé parce qu'il y a toute une catégorie de délits que les Français ne peuvent pas commettre. Le deuxième problème, c'est que 99% des condamnations des personnes étrangères sont des délits et des délits de pauvres. C'est une petite
petite délinquance de survie, des vols simples et sans violence. Factuellement, il n'y a aucun lien entre immigration et délinquance, mais il y a effectivement un discours public qui va dans le sens de la croyance de Thibaut. Ça pousse énormément de gens à faire cet amalgame, et le discours tenu par Thibaut InShape à ce moment-là est problématique et factuellement faux, alimente des représentations stéréotypées et racistes, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Pour autant, c'est aussi un discours qui n'appartient pas uniquement à la fachosphère, mais qui est retrouvable dans l'intégralité du spectre politique. Ce discours-là, nous, certes, il nous choque, mais en vérité, il est aujourd'hui repris par le président de la République, quoi, tout simplement. Mais ça ne s'arrête pas là. On va passer au dossier suivant. Celui-là, il est cringe. Vidéo de 2017 où Thibaut donc a pour mission, sur demande de ses abonnés apparemment, d'aller demander des numéros d'inconnus dans la rue en disant des phrases qui sont des phrases de ses abonnés. Attention. Attention, ça va être très 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 compliqué. Excuse-moi, je suis pas un Pokémon, mais je te mettrais bien une attaque que de fer. C'est bien? On l'avait jamais fait. Excuse-moi, je t'ai vu de loin et je veux te dire que quand je te vois, il n'y a pas que ma petite veine qui grossit. Ce qu'on vient de voir, c'était tout simplement du harcèlement de rue. Je vous donne la définition au cas où vous auriez un doute. Des pratiques de harcèlement sexuel subies principalement par des femmes dans l'espace public, lieu public, rue, place ou transport public, de la part d'inconnus de genre masculin. L'expression est utilisée de façon extensive pour englober tout type d'acte d'objectivation sexuelle, sifflement, tentative de séduction, remarques déplacées. Donc là, on est dans les tentatives de séduction et remarques déplacées. L'anthropologue américaine Michaela Di Leonardo ajoute que c'est une interaction où par des regards, des mots ou des gestes, l'homme affirme son droit à forcer l'attention de la femme, on est 100% là-dedans, la définissant comme un objet sexuel, on est absolument là-dedans aussi, et lui imposant d'interagir avec lui. C'est très grave, c'est absolument anormal, et je crois, hélas, être la seule personne à m'être indigné sur cette vidéo. Je l'ai trouvé en faisant des recherches il y a maintenant quelques années sur une vidéo que je faisais sur Thibaut InShape. J'avais parlé de ça, ça n'a jamais été repris par personne. Ce qui fait qu'à ma connaissance, je crois que Thibaut ne s'en est jamais expliqué. Pour moi, c'est chaud. Franchement, là, on est quand même sur quelque chose d'assez grave. C'est pas normal d'avoir le plus gros youtubeur de France qui a sur sa chaîne une vidéo qui met en scène un mouvement de harcèlement de rue et de harcèlement sexuel, hein, faut le dire comme c'est. Vous imaginez quelqu'un qui vient de vous voir dans la rue, quand je te vois, il n'y a pas que ma petite veine qui grossit, ça te dérange si je te fais une attaque que de fer. Imaginez, c'est un inconnu qui vient, et vous savez pas que c'est le plus gros youtubeur de France ou je ne sais quoi, mais c'est hyper chaud. Après, Thibaut explique aux personnes interpellées pour dire que c'était une caméra cachée ou non, et que c'est pas drôle. Imagine, je vais dans la rue, je mets un pain à quelqu'un, je mets un gros point dans la tronche, et je dis « Ah non, mais caméra cachée ». Bah, il a pris un pain quand même, que ce soit une caméra cachée ou pas, il a pris un pain. Donc comprenez bien que l'acte d'agression et le harcèlement a bien eu lieu. À ça s'ajoute encore un dos. Thibaut va tenir des propos LGBT-phobes, on l'avait déjà vu avec le message sur les personnes LGBT de 2012, où il écrit donc un noir réélu, le mariage homosexuel adopté, ce ne sera pas une journée facile. Et on va retrouver des vidéos problématiques sur son compte, notamment 2 shorts viraux qui seront porteurs d'un message clairement transphobe. Donc, sous-entendu, à notre époque, on peut choisir le genre et mettre n'importe quoi, hélicoptère de combat, patati patata, classique transphobie. Et deuxième vidéo, je vous la mets là. Évidemment, c'est problématique. Évidemment, de nombreuses personnes le lui ont dit. Et en réponse, il va y avoir une tentative, puisqu'il va essayer d'inviter des personnes trans. Est-ce que ça va être suffisant pour corriger? On en parlera après. Il va vraiment falloir réfléchir à ce qu'on considère être des excuses ou pas. Et simplement là, constatez bien que la vidéo est toujours disponible sur sa chaîne. Je vais quand même vous donner les chiffres de ces 2 vidéos, hein. La première vidéo que vous avez vue, c'est 3,6 millions de vues. Donc c'est énorme.
La deuxième vidéo, c'est 67 millions. Donc ces deux vidéos, elles seules, elles font 70 millions de vues. C'est gigantesque. À ça, bon, vont pas s'ajouter quelques autres problèmes. Donc des accusations de grossophobie avec un tweet de 2022 où il écrit non, dire à quelqu'un d'obèse qui n'est pas en bonne santé et qui doit se reprendre en main pour éviter de graves problèmes de cœur, de diabète, d'hypertension, de libido, ce n'est pas être grossophobe, c'est vouloir l'aider. Évidemment, en gros, vous regardez une personne physiquement, vous n'êtes pas en mesure de dire si elle est en bonne santé ou pas. Il y a des personnes grosses qui sont en très bonne santé, au contraire, il y a des personnes maigres ou musclées qui peuvent être en très mauvaise santé. Ensuite, l'obésité est rarement une problématique individuelle, voire jamais, selon toutes les études. C'est un problème environnemental et sociétal majoritairement, même avant d'être un problème de conditions médicales. L'obésité liée à une surexposition à certaines populations des facteurs obésogènes. Malheureusement, le discours de Thibaut InShape sur le sujet, bon, c'est le discours ordinaire de la grossophobie qui se retrouve chez énormément d'influenceurs muscu, sport et compagnie. Major Mouvement qui a une image très feel good et que personne ne qualifierait de facho tient exactement les mêmes propos, voire plus clairement et plus violemment qu'un Thibaut InShape. On va terminer rapidement sur voilà d'autres propos. Il a fait une vidéo sur la dépression, vous l'avez forcément déjà vu passer. Il y a aussi la vidéo avec une sexologue qu'il a fait où il essayait, je pense, de dire des trucs un peu bien sur la sexualité et tout. Et la sexologue qu'il allait choisir, c'était une sexologue sortie de la Manif pour tous qui disait n'importe quoi. Enfin aussi de mon côté, un truc qui m'a toujours beaucoup dérangé, c'est aussi une tendance à ne pas fermer la porte à l'extrême droite, à laisser entendre que le RN serait un interlocuteur raisonnable et que les gens qui voteraient RN, bon bah c'est des gens comme les autres, faut quand même leur parler, patati patata. On voit que dans la vidéo qu'on a vue au tout début, il y a quand même une porte qui commence à se fermer à ce niveau-là. C'est moins le discours de ah j'accepte tout le monde, non mais je peux vous entendre et tout. Il commence à dire non mais vous faites chier, vous êtes raciste, je vous pisse dessus. Tant mieux, maintenant faudrait le faire avec les gens du RN qui ont les mêmes idéologies et qui essayent de les imposer au gouvernement. Mais en tout cas, encore très récemment, donc en 2024, il a fait une interview au JDD où il expliquait que certes le Rassemblement national défend certaines valeurs proches des miennes, mais pas toutes, et qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque camp. Dans un sens, il dit pas toutes, donc il dit je suis pas RN, mais il dit aussi il y a certaines idées, certaines valeurs dont je me sens proche. Il y a du bon et du mauvais dans tous les camps, donc il y a aussi du bon chez le RN. En gros, c'est cette porte pas claquée qui est inquiétante. Et quelqu'un posait la question de l'influence de Thibaut InShape et de son importance. Le journal du dimanche, il a été racheté par Bolloré. Aujourd'hui, c'est Geoffroy Lejeune qui en est le rédacteur en chef. Geoffroy Lejeune, c'était l'ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. C'est un des grands idéologues et combattants de la guerre idéologique du côté de l'extrême droite. Ne pensez pas qu'ils ne font une interview de Thibaut InShape par hasard et ne pensez pas qu'ils lui posent ce genre de questions et qu'ils mettent en avant ce genre de réponses pour rien. C'est important de vous dire que là, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire dire à Thibaut InShape ouais, regardez, ça va, c'est normal d'être avec nous, c'est pas un souci de marcher avec nous. Dans la lutte et dans le combat culturel qu'on va devoir mener jusqu'à 2027, comprenez bien que un type avec 27 millions d'abonnés, selon là où il va pencher, selon ce qu'il va défendre comme idéologie, ça va forcément avoir de l'impact et de manière vraiment importante. J'arrive pas à savoir s'il est apolitique irresponsable de droite qui veut faire rire les fachos pour gagner des thunes ou droitard convaincu. Quand même constater que tout ce qu'on vient de citer là, c'est des choses qui sont arrivées sur 12 ans. Soit c'est un mastermind et c'est vraiment un mec qui maîtrise le coup de A à Z et qui a depuis très longtemps un plan très complexe et vraiment incroyablement alambiqué pour amener son truc. Soit on a en fait affaire à quelqu'un qui gère un peu sa com n'importe comment. Moi j'avoue sur le mastermind j'ai un peu un doute aussi hein. Vraiment quand vous voyez la ligne de défense sur l'histoire des trucs sur des posts Facebook, non franchement ça me paraît quand même très improbable hein. On peut dire déjà dans un premier temps que vraiment ça va pas hein. Vraiment là ça fait beaucoup, ça fait vous savez comme dans le même là, ça fait beaucoup là non, mais en même temps à force de regarder les vidéos, moi j'en suis vraiment venu à me poser une question importante, c'est à savoir est-ce que justement on a affaire à un militant ou est-ce qu'on n'a pas plutôt affaire à quelqu'un qui est le produit de son environnement et qui du coup répète et perpétue des oppressions parce qu'il vit dans un système oppressif et qu'il n'a pas conscience forcément systématiquement de la gravité de l'oppression qu'il perpétue. La liste que je viens de faire, elle est effrayante. Et c'est une accumulation pendant 12 ans de trucs qui sont catastrophiques et plus catastrophiques les uns que les autres. Mais pendant ces 12 ans, je suis obligé de remarquer, en ayant fait les recherches, en tout cas moi je l'ai pas vu passer, j'ai jamais vu d'allégeance claire à l'extrême droite. Il a jamais appelé à voter Zemmour ou Le Pen, il a jamais rejoint des mouvements comme la Manif pour tous, alors qu'il se dit catholique, chrétien, et que c'était au début du moment où il a commencé à percer sur les réseaux, il y avait la Manif pour tous, pendant quelques années il aurait largement
vraiment pu s'y coller comme l'ont fait beaucoup d'autres, il l'a jamais fait. Il a jamais envoyé de soutien ou de force à des gens comme Génération Identitaire ou Némésis. Il y a quand même un moment où on se dit, ok, il n'y a pas une adhésion claire à l'extrême droite. Je parle de l'extrême droite. Il y a des gens qui disent, oui, il a dit qu'il avait voté Macron aux dernières législatives. Effectivement, je n'en suis pas politiquement aujourd'hui dans la bataille contre le fascisme qui va nous tomber sur la gueule, même si je comprends, et j'ai écrit un bouquin dessus, la responsabilité des néolibéraux dans la montée du fascisme. J'en suis pas à exiger des gens qu'ils aient cette compréhension fine du problème. Hein. Déjà qu'à gauche, les trois quarts, ils ont toujours pas compris. Je m'attends pas à ce que les gens comprennent ça, tu vois. Moi, je veux savoir, à un moment donné, est-ce que le type est d'extrême droite ou pas? Et force est de constater que les propos sont catastrophiques, mais les actes sont catastrophiques. Mais pour autant, on n'est pas sur un mec qui est clairement, en tout cas, dans une adhésion à des partis militants d'extrême droite ou qui leur envoient de la force ou quoi. Quelqu'un dit, j'ai l'impression que Thibaut est juste un très bon révélateur de ce que peut penser un homme blanc de classe moyenne supérieure, voire de classe moyenne, voire de classe populaire, enfin, dans la société dans laquelle on vit, et c'est pas rassurant parce que ça montre l'infusion des idées fascisantes. Je pense qu'il y a une vérité un peu désagréable et qu'on n'a pas envie de voir quand on est à gauche, mais c'est que c'en est la gravité discriminatoire de ces différents propos. Ça, je veux bien qu'on soit là-dessus, qu'on soit toutes et tous d'accord. Expliquer, ce n'est pas excuser. Ne devenez pas Manuel Valls. Parce que je vous rappelle, à l'époque des attentats de Charlie Hebdo et tout, quand les sociologues ont eu l'audace de vouloir analyser la production culturelle et structurelle du terrorisme ou des violences, etc., on avait eu Manuel Valls qui disait oui, expliquer, c'est déjà excuser, ou je ne sais quoi, etc. Non, c'est une analyse, on réfléchit, et on essaie de réfléchir avec l'œil des sciences sociales, et l'œil des sciences sociales, ben oui, elle va regarder un certain nombre de déterminismes, et c'est important de les avoir en tête. Sans nier la gravité discriminatoire des propos, ben en fait, on voit qu'ils s'inscrivent aussi dans un contexte culturel et sociétal où le racisme, le sexisme, la LGBT-phobie, la grossophobie, c'est encore la norme. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Thibaut InShape, il a pas des avis qui sont en fait des avis spécifiquement d'extrême droite. Il est pas en train de défendre le grand remplacement, par exemple. En réalité, il a des avis, et ça me fait chier de le dire, mais des avis de normies. C'est des avis de gens qui sont actuellement dans la norme dominante. La transphobie, par exemple, oui, on la trouve chez Le Pen et Zemmour, mais on la trouve aussi chez Macron. Pareil sur l'amalgame, personnes racisées, délinquance. Prenez la transphobie, vous la trouvez chez Le Pen et Zemmour, vous la trouvez chez Macron, qui avait fait sa petite sortie lors des dernières législatives. Mais, pardon, vous la trouvez chez Ruffin. Vous la trouvez chez Ruffin, qui avait bien merdé sur la question du genre dans une interview sur France Info. Il s'en était excusé derrière, mais il avait tenu des propos qui étaient inacceptables. J'insiste, ça change pas la nature problématique des propos. Ça veut pas dire que ce qui est dit est pas problématique, mais ça pose la question de la place qu'on doit accorder au changement. Nous, on veut changer la norme, donc on doit la critiquer, c'est un fait. Mais on doit aussi se rendre compte que la norme est agissante. La norme, elle a de l'effet, elle a de l'impact, elle produit les individus. Nous sommes le produit des normes de la société dans laquelle nous vivons. On n'est pas des espèces de Prométhée qui sont capables comme ça de s'opposer aux normes et à toute force structurelle en disant non, non, je ne serai plus dans la norme et je m'en extrais. Et plus les gens ont grandi dans des milieux qui sont marqués par la norme dominante, qui sont marqués par la pensée dominante, plus en fait ils en sont le reflet et plus ça leur semble normal d'en répéter les oppressions. Du coup, pour moi, si on veut changer la norme, ben on doit la critiquer, on doit la combattre, on doit la démolir en expliquant à chaque fois les ressorts, en la dénaturalisant, en problématisant à chaque fois ses effets, ses impacts, etc., etc. Mais on doit aussi encourager et accompagner toutes celles et ceux qui commencent à voir que la norme pose problème, même si c'est des gens qui ont été eux-mêmes porteurs du discours de la norme. Et en fait, ben pour moi, c'est un peu ça le Thibaut InShape. On a affaire à quelqu'un qui a un discours qui s'inscrit totalement dans les normes problématiques de notre société. C'est vrai que c'est aussi difficile pour les gens de le catégoriser, c'est que en fait, il y a une partie des gens qui est là, qui sont les gens de gauche et tout, qui disent comme on l'a fait là quand on a regardé tout comme ça en pile, on se dit mais c'est horrible, c'est pas possible que cette personne puisse dire des choses pareilles et être l'influenceur le plus suivi de France, quoi. Et en même temps, il y a plein de gens qui sont là en mode mais non, mais ça va, c'est de l'humour, non, mais il est revenu dessus, ah ça va, tout le monde a déjà dit quelque chose comme ça, etc. et tout. Et en fait, la réalité, c'est, il faut se dire, ben déjà un bon point pour toutes celles et ceux comme nous qui sont sortis un peu de la pensée dominante sur des discriminations, qui ont réussi à faire un pas de côté là-dessus. Franchement, force à vous, hein, et c'est très sain. Mais si on s'arrête à ça et qu'on dit bon bah nous on est sortis et toutes celles et ceux qui sont pas comme nous, bon bah on considère que ils ont pas leur place et on les acceptera jamais de notre côté ou je ne sais pas quoi, bon on va se retrouver dans une situation où en fait la société va nous bouffer. Parce que la norme ne peut changer que si les gens changent. La norme, c'est les gens à la fin. Il y a quelqu'un qui écrit « Il évolue pas ce garçon ». Bah, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on va voir que petit à petit, son discours change. Donc rappelez-vous, la première vidéo,
qu'on a vu déjà, elle change de discours sur l'islamophobie. On passe de je reprends une blague vraiment limite sur jeter du porc sur les personnes musulmanes, patati patata, à maintenant je vais aller m'engrainer avec ma commu sur le droit aux gens de faire le ramadan, etc., etc. Il y a un vrai changement. Je suis pour le mariage pour tous et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples hétérosexuels. Et penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Des couples homosexuels, il y en a toujours eu. C'est juste qu'ils n'avaient pas la liberté de se montrer publiquement en raison des discriminations qu'ils subissaient. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables de s'occuper de leurs enfants, ça fait peur. Des fois, je vous jure, quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent tellement il y a des atrocités. Un enfant, pour évoluer correctement, a besoin de 2 parents qui s'aiment et qui l'aiment. C'est tout. Voire même d'un seul parent. Une grosse pensée pour ces pères et ces mères célibataires qui se battent chaque jour pour leurs enfants. Est-ce qu'il va débiter tous les avis normis sur les questions? Mais là, vous voyez, vous faites les gauchistes. Là, vous faites les gauchistes. Là, moi, je suis en désaccord avec vous pour le coup. Moi, je veux bien dire qu'entre gauchos, on est toutes et tous d'accord que c'est des évidences et que ça devrait être des opinions ok. Mais dire que c'est des avis normis, non, on n'en est plus là. Moi, je suis désolé, mais dans les salles de sport où je vais, qui sont des salles de sport très très populaires, tu peux pas dire, moi je suis pour que les couples LGBT puissent adopter des enfants, quoi. C'est peut-être normé à gauche, c'est peut-être normé au PS, jusqu'au PS, et encore, tu vois, sur l'adoption, je pense qu'il y a des gens au PS qui ne soutiendront pas l'adoption par les personnes LGBT. C'est triste à dire, mais je suis d'accord avec toi, en chômeur de plus. Aujourd'hui, pas être basiquement LGBT-phobe, c'est déjà beaucoup. Et vous allez voir, il va enchaîner. Donc là, il enchaîne, il continue donc sur sa take. Il commence à parler un peu de son parcours, du coup, dans l'église, en disant je suis enfant de cœur, patati patata. Et il va enchaîner de manière assez étonnante. Attention, c'est parti. Les pèlerinages de Thésée, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Lourdes. Je crois même en une vie après la mort. Et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant, je pense aussi que l'église doit évoluer. Surtout sur sa vision de l'IVG. Il faut défendre à tout prix le droit des femmes à avorter gratuitement et librement. Aujourd'hui, une femme doit avoir le droit de disposer comme bon lui semble de son corps. Un point, c'est tout. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet. Là, c'est pareil. J'aimerais vous dire, c'est un avis de random normie, mais en fait, c'est pas rien pour un youtubeur de se positionner là-dessus. À nouveau, peut-être pas à gauche, mais cette fois dans tous les youtubeurs que vous aimez bien, des gens qui sont pas associés à la fachosphère, machin et tout, même des gens que vous trouvez un peu cool et tout, et vous vous dites ah non mais cette personne, je suis sûr, elle est d'accord politiquement avec moi, sur la question de l'avortement, attendez de l'avoir se positionner, tu vois. Il y en a pas beaucoup qui le feraient. C'est pas facile à faire de tenir ce genre de take, que tu sois un gros youtubeur ou pas, et il y a aucune obligation de le faire. Qui disent ce genre de choses, pour moi c'est hyper impactant. Il va même parler du coup de la transition. Bon, c'est un peu moins basé, je vous préviens, mais je pense que c'est quand même intéressant. Un des gros sujets de société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant. Je l'aime. Je vais pas le virer de la maison. Donc je vais essayer de comprendre. Et je vous invite vous aussi à vous poser la question chez vous et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reprends mon raisonnement. Si mon enfant, que j'aime plus que tout au monde, est mal dans sa peau, je vais essayer de comprendre, de discuter, d'échanger avec lui, d'aller voir un psychologue si besoin, voir d'où le problème peut venir. Car s'il me dit qu'il ne se sent pas dans le bon corps, c'est normal que je m'interroge. C'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy, voir si c'est quelque chose de passager qu'il ressent au fond de lui ou si c'est un mal-être vraiment profond. Si je dis pas de bêtises, il y a un terme scientifique qui s'appelle la dysphorie de genre. Mais voilà, je resterai toujours ouvert à la discussion parce que c'est mon enfant et je veux juste qu'il soit heureux. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. Vous savez, moi en musculation, j'ai décidé de rester naturel et donc de pas prendre testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Plus sérieusement, c'est nouveau en tant que parent de se poser toutes ces questions. Tout ça, c'est nouveau pour notre génération. Mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. On aurait préféré un discours comme sur l'IVG, tu vois, sur les personnes trans, je les accepte et point, tu vois. Mais à nouveau, je pense que, corrigez-moi, hein, n'hésitez pas si vous êtes en désaccord, on en discute, hein, mais que dans la société dans laquelle on est,
c'est compliqué quand même. Hein. On est à un stade de transphobie où on a quand même Éric Zemmour qui vient sur des plateaux télé dire que les transitions, ça ressemble, je cite, hein, désolé, mais c'est des propos qui ont été tenus à la télé, qui n'ont pas été condamnés, n'ont entraîné aucune condamnation politique derrière. C'est les expériences du docteur Mengele, hein, c'est ce qu'a dit Éric Zemmour en télévision, quoi. Il y a des discours sur un lobby trans qui ciblerait les enfants, patati patata, qui sont repris pas qu'à l'extrême droite, mais aussi à droite, mais aussi chez certains centristes et tout. Je rejoins un peu Laurier sur la question, Laurier qui est en plus une personne concernée et qui a quand même pas mal de connaissances sur le sujet, sur le fait que c'est pas incroyable, la blague sur la testo, on s'en passait, mais c'est déjà un pas hors des discours transphobes ambiants, en fait. C'est vraiment le normie qui tente de comprendre le truc, mais qui arrive pas à passer le cap, clairement. Mais il est quand même hors du discours transphobe ordinaire qu'on a le plus entendu. La barre est basse, du coup, même ce genre de truc est bon à prendre. Ouais, je suis d'accord avec toi, Laurier, c'est ça qui fait chier, qu'on est tellement dans un climat de transphobie, de racisme, de violence, que déjà, tu vois, le gars, il arrive, il dit transgenre, exactement comme tu dis, Jadot, on est là en mode... Bon, déjà il y a un début, on peut pas faire comme s'il n'y a pas une évolution dans son discours, et je pense qu'il faut quand même le prendre en compte et y faire attention. Maintenant on va se poser la question de qu'est-ce qui peut motiver le changement de ligne éditoriale chez Thibaut InShape, et pourquoi est-ce qu'on en est où on en est. C'est quand même un changement assez radical. Autant tout ce qu'il a dit avant c'était sur 12 ans, autant là on est sur 1 an et demi, 2 ans, où ça enchaîne vraiment les prises de parole qui vont contre, en tout cas en partie à mon sens, qui vont contre les discours de l'extrême droite ordinaire. Hein. Déjà, je voudrais croire que c'est 100% de la bienveillance, mais en fait, c'est un peu autre chose. Il y a un tournant. Et ce tournant, je pense qu'on peut le situer autour de l'histoire du drapeau, où vraiment, ça va être Thibaut égale facho, qui va être porté par une partie de la gauche, dont moi, hein. Je dois bien le reconnaître. Mais parce que à ce moment-là, moi, je connais très peu le travail de Thibaut InShape. On est en pleine campagne présidentielle. Le drapeau français, c'est aussi est suraccaparé par les fans de Zemmour. Moi, quand je vois ce truc qui sort, je connais pas trop le travail de Thibaut InShape, mais je me dis, ah ben encore un random facho de YouTube. Maintenant, j'ai un regard plus critique sur ça. Je pense que je le dirais pas de la même manière, mais à ce moment-là, pour moi, c'est hyper net. Non, c'est un faf. D'autant plus qu'à ce moment-là, un certain nombre de personnalités de gauche vont exposer et ressortir le passé de Thibaut et mettre un peu tout ça bout à bout. Et ça va devenir assez compliqué pour lui de faire des partenariats, que ce soit des partenariats publicitaires, mais aussi avec d'autres influenceurs. Parce que d'un coup, les autres influenceurs, même si d'habitude ils sont prêts à bouffer à tous les râteliers, là ça commence à les gêner. Et ça on va le voir notamment lors du DTR Fight. Donc vous savez, cet événement de boxe qui est organisé par Billy Rebeu DTR. En fait, au départ, Thibaut devait affronter Billy, sauf que Billy a senti que ça allait mal tourner. Il a tout simplement eu l'impression que le combat ça allait devenir l'extrême droite contre les Arabes, et il a carrément annulé le combat avec Thibaut et changé d'adversaire pour prendre Greg MMA, et il a eu raison. Parce que pour passer beaucoup de temps à regarder ce qui se passait autour de la fachosphère, t'avais plein de faf qui instrumentalisaient déjà le truc en mode ça va être la revanche des Français contre l'immigration, dès qu'il y a eu des rumeurs un peu autour de ça. Là je vois ça relance un débat sur les Arabes en France, sur l'immigration, l'extrême droite, la gauche, truc. En fait c'est des trucs ça rend ouf. Et c'est pile ce que je voulais pas en faisant le combat avec Thibaut. C'est que ça part dans des discussions comme ça. Et en fait, en disant ça du coup que le combat c'est pas fait pour cette raison-là, et les gars, les gens ils disent mais n'importe quoi. Et en fait ils retombent encore dans ce débat là. Et j'ai dit mais les gars, lisez juste vos tweets. C'est pile ce que je voulais pas en fait. Alors que le combat ne s'est pas fait. Donc s'il se fait, c'est comment les gars? Et moi j'ai vu passer, je vous jure, une tonne de réacs de gens de la fachosphère sur ça en mode Thibaut a écrasé Billy, qui a eu tellement peur du combat, les vrais Français ont gagné, naninana, alors que le combat a pas eu lieu. Et je pense en fait à ce moment-là que Thibaut il a dû mesurer ce qu'était devenu sa réputation en ligne. Parce qu'à un moment donné, quand t'es influenceur, t'as aussi l'image de ce que tu dis, mais aussi l'image de ta communauté. La communauté prend la forme de ce que le streamer tolère. Aujourd'hui, si ce chat est un chat bienveillant où les choses se passent bien, c'est parce que on a une tolérance très très modérée pour les propos racistes, discriminants, la violence même dans les échanges. On est un chat de gens gentils parce qu'on le travaille et que c'est ça qu'on veut. Et je pense que une partie de son audience, même normie, centriste, machin, en fait, a commencé à se sentir mal à l'aise vis-à-vis de la partie faf des gens qui avaient décidé de s'accaparer l'image Thibaut InShape, et ça a
encore empiré avec les législatives où des politiques d'extrême droite ont tout simplement accaparé Thibaut InShape. C'est ce qui s'est passé notamment avec Bardella qui a fait une lettre ouverte en réponse à Squeezie. Et dans la réponse à Squeezie, en fait, pour humilier Squeezie, il a parlé de Thibaut InShape en le présentant, on peut le dire clairement, comme un allié. C'est quand même ultra chaud, tu vois. Thibaut, il se retrouve accaparé par Bardella pendant les législatives, il se retrouve avec toute la fanbase la plus toxique, raciste d'internet sur ses TikTok et tout, la team drapeau français qui, du coup, vont tenir des propos LGBT-phobes, vont tenir des propos islamophobes, etc. et tout. Et ça va avoir des conséquences très nettes. Déjà, pendant les JO, il est porteur sur un relais de la flamme olympique, mais il est retiré du programme de France TV des jeux streamers. On l'a lu lui et une autre personne. J'imagine que c'est quand même un coup un peu dur. Et le problème, c'est que si Billy et France TV ont peur, vous imaginez bien que les marques aussi. Et ça va avoir d'énormes conséquences sur son business. Et il se trouve qu'en fouillant dans ses lives, j'ai trouvé un moment où il en a parlé. J'ai perdu tellement de partenariats, tellement d'argent l'année dernière en disant ce que je pense. En disant ce que je pense, en ne mâchant pas mes mots et en étant juste moi-même et en donnant mon avis. J'ai jamais perdu autant d'argent. En vrai, je pense que j'ai dû perdre, 600 000 € à peu près, je pense, de collaboration avec des marques. Parce que j'ai dit ce que je pense, parce que je suis pas lisse comme d'autres youtubeurs. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que je me compare aux gens du métier. Mais bon, au final, je dis ce que je pense, je suis honnête avec vous. Et voilà, qu'importe. Première chose, si vous êtes de gauche et que vous vous posez la question de si votre travail d'information est utile, ben oui. Informer sur une personnalité problématique, tout ça. Des fois, on a l'impression que ça sert à rien parce que la personne ne supprime pas forcément ses vidéos, ne revient pas sur ce qu'elle dit, d'accord. Mais vous changez, vous faites shifter doucement son image publique et à un moment donné, ça peut conduire la personne à perdre de l'argent, à perdre des partenariats et tout. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que la volonté, elle est seulement économique? Franchement, je pense pas. Si vous voulez se laver publiquement, il aurait qu'à retourner faire du pur divertissement et arrêter totalement les sujets politiques. Et à un moment donné, en fait, il finirait par récupérer des annonceurs. Les annonceurs, c'est pas tellement les techs de droite qui les gênent que les polémiques. Donc à partir du moment où pendant 6 mois, il ferme un peu sa gueule, il fait des contenus un peu rigolos, il reviendrait. Vincent Lagaffe, le mec, il a chanté la Zoubida, regardez, hop là, il est de retour, tout le monde s'en fout, tu vois. Il y aurait une strate qui serait la strate logique pour la plupart des gens, qui serait pour gagner vraiment plein d'argent, de jouer le jeu du pur divertissement. Et c'est pas le choix qu'il fait. Il continue à prendre des positions politiques. C'est ça que je trouve intéressant, parce que là, la vidéo qu'on a vue là tout à l'heure, il choisit de parler politique, ou il choisit de se positionner sur les personnes LGBT, sur l'IVG. La personne lui demandait ça, tu vois, il n'était pas obligé de le faire. Donc le fait qu'il continue à prendre position, à dire des trucs qui sont moins à droite qu'avant, voire à l'opposé politique de la pensée de l'extrême droite, pour moi, en fait, il a surtout beaucoup à perdre en faisant ça. On voit bien dans le chat que on est beaucoup à être en mode non, on n'achète pas. Il y a plein de gens qui disent non, mais attends, c'est juste des avis de normies, c'est de la merde, etc. Mais pendant que nous on dit ça, donc qu'il n'arrive pas à récupérer forcément la gauche en faisant ça, il va évidemment s'aliéner une énorme partie de son public d'avant, son public de droite. Il perd une partie de son public sans forcément récupérer les autres. Et on vit dans un monde où des annonceurs, ils en ont rien à foutre, voire pour eux ça va être pire. Ils vont lui dire attends, tu continues à parler de politique, tu continues à faire chier, pourquoi est-ce qu'on te filerait des partenariats? On va pas associer notre marque à toi, ça va être chiant et tout. Je pense que de la même manière qu'il faut prendre en compte et de pas minimiser les propos discriminants qu'il a tenus par le passé, je pense qu'il faut pas minimiser non plus la volonté de revenir sur certaines prises de position et se dire que voilà, il y a probablement un intérêt pécunier, il y a probablement aussi une question de carrière où il se dit mais attends, je vais me faire corneriser comme une merde et me retrouver à plus jamais pouvoir rien faire avec personne. Mais il faut aussi se poser la question de il y a peut-être aussi une vraie volonté de changement parce que il a l'air de croire ce qu'il défend quand même, hein. Ça pose question. Et c'est là où on arrive enfin au nerf de la guerre, à savoir, est-ce que on réhabilite ou pas Thibaut? Est-ce que ça suffit d'avoir tenu les discours qu'il a dit? Est-ce que ça efface les conneries qu'il a pu faire? Parce que quelqu'un le disait dans le chat, à gauche, à un moment donné, si on veut pas que les gens changent, c'est pas la peine de militer. Exactement. Pour moi, c'est hyper important de prendre en compte les changements des gens, de les accompagner. Enfin, c'est un truc qu'on doit garder. Maintenant, pour moi, ce qui a été fait aujourd'hui, à ce stade, n'est pas suffisant.
on va d'abord poser un truc important que j'aimerais vous garder en tête. Dites-vous vraiment que pour moi, le problème, c'est pas que ce que Thibaut a dit est impardonnable. Moi, je pense que politiquement, on a vraiment besoin d'accueillir et d'accompagner le changement sans donner l'impression que les gens vont devoir porter toute leur vie les stigmates de leurs erreurs et se les traîner jusqu'à la fin des temps. Mais pour moi, pour qu'on entre dans un truc où on puisse excuser vraiment quelqu'un, il y a vraiment un pas essentiel à franchir et ce pas, c'est le pas de l'excuse. En fait, à un moment donné, il faut s'excuser vraiment. Et pour moi, à ce jour, même s'il a changé de discours, Thibaut, en fait, il s'est jamais vraiment excusé. En gros, pour moi, il y a un travail à faire déjà qui commence avec la question de l'excuse. Et comme le souligne Rita Avrataski, comment est-ce qu'on sait que l'excuse n'est pas simplement une excuse vide? Comment est-ce qu'on fait pour considérer une excuse comme valide, sachant que à un moment donné, on connaît le jeu de l'excuse politicienne où ça va juste être un jeu sur l'image et où l'excuse en fait n'est pas sincère. Si on considère que les excuses sont toujours vides et n'ont jamais d'autre vocation que de changer l'image de la personne, en fait les gens ne peuvent pas s'excuser, donc les gens ne peuvent pas changer, et si les gens ne peuvent pas changer, on aliène forcément 100% des gens qui ne sont pas 100% d'accord avec nous, et à un moment donné, c'est nous qui nous trouvons baisés, quoi. On a une personne qui fait des prises de parole où on voit qu'elle veut revenir sur en fait des propos qu'elle a pu tenir, qui étaient des propos problématiques, qui étaient des propos discriminants, et que sa manière de revenir dessus, ça va être à chaque fois en fait de prendre une position inverse. Une position publique inverse, ça va être de se positionner en disant finalement voilà, j'ai dit des trucs horribles sur les personnes LGBT à l'époque en disant mauvaise journée quand les personnes LGBT ont eu enfin accès au mariage, mais finalement voilà, aujourd'hui je défends le mariage pour les personnes LGBT. Mais en fait, à mon sens, ça c'est pas des excuses. Pour moi, en fait, pour qu'il y ait vraiment un changement et qu'on puisse considérer que cette personne, elle est pas vraiment d'extrême droite et que finalement, laquelle des deux positions est sa vraie position, en fait, il faut vraiment qu'elle prenne le temps de revenir sur ce qu'elle a dit et de s'en excuser. Et s'il y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Maintenant, je pense que s'excuser, ça passe en fait par un travail qui ne doit pas être juste un travail creux, un travail d'image comme le font les politiciens. Il y a un chercheur qui s'appelle Olivier Turbide, qui est chercheur en communication sociale et qui note à propos des excuses qu'elles sont, je cite, l'outil par excellence en situation de gestion de crise, mais que l'excuse mobilisée devant et pour le public de l'offenseur comporte une forte dimension instrumentale. En effet, il s'agit moins d'obtenir un pardon en vue de rétablir l'équilibre dans le rapport du pouvoir entre l'offenseur et l'offensé que d'influencer, de recadrer l'interprétation de la controverse à l'avantage de l'offenseur. Alors, c'est compliqué, mais en fait, ça dit un truc très simple. Dans l'espace public, l'excuse sert malheureusement trop souvent à une gestion stratégique des impressions du public, et en fait c'est souvent plus une simulation qu'autre chose, et on est toutes et tous habitués à ça. C'est en gros à avoir affaire à des gens qui ne s'excusent pas vraiment, mais qui vont utiliser l'excuse pour se reconstruire une image et qui vont en fait essayer de changer globalement le cours d'une polémique qui les touche dans l'espace médiatique. Olivier Turbine explique qu'une excuse, pour ne pas être simplement un jeu politique vide, doit avoir certaines caractéristiques. D'abord, l'auteur de l'offense doit se présenter comme un offenseur. On ne doit pas juste dire « je suis désolé », mais dire par exemple « je suis désolé d'avoir dit ceci ou cela ». Donc on doit reconnaître la responsabilité du comportement qui nous est reproché, et encore plus dur, on doit aussi adresser ses excuses à la cible du comportement reproché. Ça revient à faire en gros « je suis désolé d'avoir dit ceci ou cela, je suis conscient que ça ait pu blesser un tel ou un tel ». Quelqu'un dit « mais Thibaut a dit qu'il était désolé tout à l'heure ». Alors oui, il faut dire que tu es désolé, mais reconnaître que tu es l'offenseur. Ça veut dire que tu dis que tu es désolé, mais de quoi? C'est je suis désolé d'avoir dit ceci ou cela, et dire que tu es désolé d'avoir dit ceci ou cela parce que tu es conscient que ça a blessé tel groupe ou tel groupe précis. Pas n'importe qui, pas tout le monde, c'est pas vide, tu vois. T'as tenu par exemple des propos islamophobes, tu dis je suis désolé d'avoir tenu ces propos-là en réitérant les propos, enfin sans les réitérer, mais en tout cas en explicitant ce que tu as dit et pourquoi c'était grave. Et tu dis, je suis conscient que ça a pu toucher la communauté musulmane et vraiment, je l'ai pris de m'excuser. Et ne pas faire justement comme certains le notent, des excuses de ministres qui sont en mode, je suis désolé si vous m'avez mal compris, et finalement tu t'excuses, mais tu t'excuses pas vraiment. Je suis désolé que mes propos aient pu choquer, mais tu expliques pas les propos, et finalement tu dis pas qui ça a pu choquer, et on
on a l'impression qu'en fait tu t'excuses juste parce qu'il y a une polémique. Finalement, c'est très basique ce qu'a dit Olivier Turbide, mais je trouve que c'est assez impressionnant de se rendre compte à quel point dans l'espace public, les excuses de politiciens ou de personnalités ne le font quasiment jamais. Les gens en tout cas ne reconnaissent jamais dans l'espace public ce qu'ils ont fait, et encore moins que ça ait pu porter préjudice réellement à qui que ce soit. J'ai trouvé une vidéo assez incroyable, c'est un mea culpa, mais alors il est fabuleux. C'est le mea culpa de Dominique de Villepin. On est après le naufrage de sa réforme du CPE. C'est marrant parce qu'en ce moment tout le monde adore Dominique de Villepin, mais c'est un vrai politicien, et vous allez voir Dominique de Villepin qui s'excuse, mais alors c'est une leçon de langue de bois, c'est spectaculaire. Ah ben j'aurais dû faire comme le font tous les bons politiques. Ah bon, mais alors vous dites que vous en êtes pas un, alors vous voulez... J'en suis pas un. Mais alors, j'aurais dû faire comme tout le font les bons politiques. C'est-à-dire que j'aurais dû ne rien faire. Pas vous. Ah bon? J'aurais dû ne rien faire. Mais vous savez, ceux qui rapportent le plus en politique, c'est de ne rien faire. Ceux qui font les carrières les plus formidables en politique, les plus longues, les plus durables... Mais là, c'est pas ma culpa ce que vous faites, parce que vous dites finalement, j'aurais dû faire ce que je trouve indigne. J'aurais dû ne rien faire, attendre, capitaliser politiquement, passer peut-être le cap de l'élection. Il ne s'excuse absolument pas. Il n'y a pas une seconde d'excuse dans le discours de Villepin. C'est vraiment oui, j'aurais dû être lâche comme tous les autres. Ce que j'ai fait, j'avais raison de le faire, mais je n'ai pas pu le faire au bon moment. Mon erreur, c'est d'avoir été trop courageux. C'est vraiment du full foutage de gueule. Reconnaître sa responsabilité, reconnaître le comportement problématique qu'on a fait et adresser l'excuse aux personnes blessées. En fait, c'est quelque chose qui a l'air basique, mais ça n'arrive tout simplement jamais. Pourquoi ça n'arrive jamais? Ben en fait, ce qu'explique la plupart des chercheurs, c'est qu'en fait c'est très difficile à faire quand on tient une image publique, parce qu'à court terme, ça entraîne un certain nombre de problèmes. Ça casse l'image de perfection que les gens attribuent aux personnalités publiques, et du coup, ben ça va faire perdre peut-être des adhérents, peut-être des abonnés, etc. S'excuser sincèrement, c'est prendre le risque effectivement de perdre des gens. Mais ce que note du coup Olivier Turbide toujours, c'est que sur le long terme, en fait, ça va être beaucoup plus efficace de s'excuser, parce que ça va démontrer que la personne veut sincèrement s'amender de son comportement. On peut pardonner quelqu'un qui s'excuse, mais on peut pas pardonner quelqu'un qui se justifie. Le problème de Thibaut InShape, pourquoi ces messages Facebook qu'il a fait en 2012 à l'époque sur sa page continuent de revenir en permanence? Parce qu'il s'en est pas excusé. Il s'en est jamais excusé à personne. Rien ne montre que Thibaut InShape veut sincèrement s'amender de son comportement. En faisant le choix de s'excuser, on fait preuve de probité. On dit clairement que on est en capacité de se remettre en question. On fait preuve aussi d'humanité parce qu'on est capable de se tromper. On est quelqu'un qui fait des erreurs, mais ces erreurs, on est capable de revenir dessus, on est capable de réfléchir, et ça évite aussi, surtout, de se retrouver cornerisé uniquement avec les supporters de l'offense. Parce que quand vous dites un truc horrible, que vous en excusez pas, ben les gens qui ont subi la violence de ce truc horrible, ne pensez pas que c'est parce que vous avez calmé l'incendie médiatique que vous les avez convaincus. Ces gens-là, vous avez dit des trucs transphobes, les personnes trans, vous les convaincrez pas. Vous avez dit des trucs islamophobes, les personnes musulmanes, vous les convaincrez pas. Quand tu refuses de t'excuser, ben les gens que t'as pas convaincus, tu les as perdus, et les seuls que tu vas garder, c'est des gens qui sont en mode ah trop bien, il a dit un truc islamophobe, ah c'est trop bien, il tape sur les musulmans, ah trop bien, il a dit un truc LGBTphobe, il est d'accord avec moi, patati patata. Et petit à petit, ça devient ta communauté. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Thibaut InShape, hein. Je pense qu'au fur et à mesure de prise de position nulle et de défense encore plus éclatée, ben en fait, il y a une partie de sa communauté qui était en mode ouais ben non en fait, du coup qui s'est barré, et celles et ceux qui sont restés, c'était les gens qui étaient en mode ah trop bien, il a dit un truc transphobe, ah il pense comme moi, machin, etc. et tout. Typiquement, si tu dis un truc raciste et que tu fais des excuses creuses, bah ça va convaincre personne d'autre que les racistes. À moyen terme, tu vas te retrouver avec que des racistes dans tes soutiens. Il y a un chemin à faire dans une excuse, dans une démarche d'excuse, qui permet en fait d'avoir une excuse qui soit autre chose qu'un acte médiatique vide. Si tu fais tout ce que j'ai dit précédemment dans l'excuse et que tu rajoutes un dernier point sur lequel insiste Olivier Turbide, et je pense qu'il a raison, à savoir qu'il faut que l'acte d'excuse, je le cite, ait la même force locutoire qui soit associée à l'offense. En gros, faut pas juste s'excuser, mais aussi que l'excuse soit aussi forte que les propos énoncés. Bah tu peux, ouais, effectivement, je pense, t'amender de quelque chose que t'as fait qui soit problématique, et on peut passer à autre chose. Christelaine nous dit ce serait bien qu'il fasse de vraies excuses, mais je préfère ce Thibaut à celui qu'on avait encore il y a un an. On est d'accord. Mais maintenant, je pense qu'il faut pas être trop rapide à dire aux gens ah ben tout est pardonné, parce que dans 5 minutes on est reparti dans la même connerie. Là, il a quand même un sacré CV avant qu'on puisse dire non ça va, le mec ça va. Il a vraiment du taf à faire. Pour savoir par exemple donc si Thibaut est excusable en ce moment, on va prendre du coup la polémique sur les personnes trans, parce qu'elle est assez intéressante, parce qu'il a eu vraiment une volonté stratégique de changer la dynamique. On a 2 vidéos qu'on a vues tout à l'heure qui ont été faites par Thibaut,
qui ont porté des propos transphobes. Ces vidéos, elles vont cumuler à peu près 70 millions de vues, c'est énorme. En réponse aux critiques que vont lui faire les milieux LGBT, Thibaut InShape, il va faire un choix, il va faire le choix en fait de ne pas supprimer les vidéos problématiques, mais de les compenser en faisant 2 vidéos où il va inviter des personnes trans. Donc sa première vidéo, il va la faire il y a 3 ans. Il va inviter une jeune femme pour qu'elle parle de sa transition. On va être honnête, c'est pas quelqu'un qui maîtrise forcément hyper bien la question du genre et tout, même si c'est une personne concernée. Hein. Il a pas pris une personne militante, hyper carrée, capable de répondre à toutes les questions précises sur plein de sujets et tout. C'est pas Lexi, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait que la vidéo va quand même continuer à véhiculer pas mal de stéréotypes négatifs envers les personnes trans, et il y a pas mal de propos problématiques qui ont été soulignés par des personnes concernées et qui ont dit non, c'était peut-être pas la meilleure vidéo à faire pour résoudre le problème. Puis il y a une deuxième vidéo que je trouve mieux pour le coup, sortie il y a 1 an, qui aborde le sujet d'une polémique transphobe qui a déclenché en parlant du sport. Et donc s'il donne la parole à une personne trans assez longuement sur sa transition, et en plus pour une fois il revient sur des propos qu'il a dit, et il a une personne trans en face pour lui en parler. Je vous mets l'extrait parce que ça vaut quand même le détour. Sur les sportifs transgenres dans le sport de haut niveau, en MMA et en natation, des hommes qui étaient devenus des femmes et qui, dans leur discipline, explosaient tous les records. Et ça a fait beaucoup débat, j'avais pris cher pas mal par la communauté LGBT. Je comprends, il n'y a pas de souci, on est là pour discuter et échanger. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des personnes transgenres dans le sport de haut niveau? Bah déjà, c'était important pour moi de... Si tu ne le mettais pas sur le tas, le sujet, je pense que j'allais y revenir parce que c'est vrai que... Bon, je rappelle juste en passant que des personnes trans qui explosent tous les records dans des sports, c'est tout à fait faux. Hein. Ça n'existe pas. Les exemples qui sont donnés tout le temps, là par exemple la nageuse Lia Thomas, c'est une nageuse qui a gagné une compétition une fois sur le circuit national. Pour une nageuse de haut niveau, ça arrive. C'est pas du tout quelqu'un qui domine le sport. Elle est pas médaillée olympique ou je ne sais quoi. Et à nouveau l'exemple qui prenait de la personne, la femme trans qui fait du MMA, là dont on a vu quelques images, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas dans une ligue majeure, qui a gagné un combat. Oui, ça arrive quand tu es combattante de MMA de gagner un combat, mais derrière, dans aucune des ligues majeures, dans aucun sport que ce soit, il n'y a de personnes trans qui soient le ou la championne, et quand même il y en aurait une, bah oui, ça peut arriver dans un sport que ça arrive, ça ne représente pas une domination des personnes trans, c'est tout à fait ridicule. Hein. Moi le premier, je vais pas être hypocrite, j'ai mal pris aussi la vidéo. Je pense que c'était plus des termes maladroits, mais une grande partie des personnes transgenres l'ont pris vraiment comme une attaque transphobe, en pensant que c'était vraiment visé. Maintenant, si on s'est contacté, je vois tes propos, etc., je sais que c'était pas du tout dans cette intention-là, justement, c'était plus maladroit. Non, mais même de faire réagir aussi, de faire réagir, et de peut-être proposer des solutions. Mais du coup, je te laisse peut-être répondre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si on regarde bien, en fait, déjà, il aborde qu'une seule vidéo problématique qu'il a faite, à savoir la vidéo sur le sport. Donc c'est vrai que c'est une vidéo merdique, mais c'est pas forcément celle qui a eu le plus d'effet, puisque moi, du coup, des vidéos, j'en ai trouvé au moins 3. Donc une vidéo à 67 millions de vues et une vidéo à 3,6 millions de vues qu'on a vu tout à l'heure. Et surtout, techniquement, c'est toujours pas une vidéo d'excuses, tu vois. Il dit oui, mais je voulais attirer l'attention, je voulais faire discuter, peut-être trouver des solutions, nanani nanana. Sauf que non, il a pris parti, il a pris position, et il a pris position, du coup, cette fois plutôt du côté des anti, des personnes transphobes qui sont contre la présence de personnes trans dans le sport. Et du coup, il n'a pas reconnu vraiment que ce qu'il avait fait était préjudiciable, et donc du coup, par conséquent, il s'en est pas vraiment excusé. Si on suit la logique de l'excuse telle qu'on l'a mis tout à l'heure en place, il reconnaît pas sa responsabilité personnelle, il dit pas qu'il a fait quelque chose de préjudiciable, il ne s'excuse pas auprès de la communauté concernée. En vrai, il n'y a pas de vraie réparation pour les personnes blessées, et ça ne ferme pas la porte à la partie toxique et transphobe de sa communauté. Il suffit de passer dans les commentaires des 2 vidéos, c'est juste horrible. C'est vraiment que des injures, c'est vraiment atroce. Et quand je dis qu'il n'y a pas de réparation, c'est pas seulement symbolique, c'est aussi, il n'a pas supprimé les vidéos transphobes qu'il avait fait. Et donc ces vidéos sont toujours en ligne, et donc les préjugés qui sont véhiculés par ces vidéos-là, elles continuent à être propagées, continuent à être répétées, etc., etc. Ça, c'est très très grave. Parce que si on en croit donc 2 chercheurs qui s'appellent Govier et Verwoerd, excusez-moi si je l'ai mal dit, la présence ou non de stratégies de compensation de l'offense et d'un projet de rectification affecte la crédibilité des excuses. On peut croire des excuses, oui, à la condition qu'à un moment donné, il y ait vraiment déjà ne serait-ce que le premier pas à faire qui là n'est toujours pas franchi, qui est de dire j'ai conscience que ce que je dis là, c'est pas juste
quelque chose de polémique ou de qui va faire réfléchir ou je sais pas quoi. C'est quelque chose de violent. C'est quelque chose qui agresse des gens. C'est quelque chose qui perpétue des représentations violentes et qui du coup peuvent inciter à des comportements violents. Et en supprimant ces vidéos, en les enlevant, du coup, je fais amende honorable, ne serait-ce que déjà, c'est déjà un premier pas pour dire voilà, je ne veux plus perpétuer ces discours-là, je ne veux plus qu'ils circulent en mon nom. Et là, on n'en est pas du tout là. On se retrouve dans une situation un peu paradoxale, on a l'impression d'un double discours. D'un côté, on nous dit j'invite une personne trans ou 2 personnes trans pour montrer que je suis pas transphobe, mais de l'autre, j'écoute pas la communauté trans quand elle me dit que mes vidéos ne sont pas ok, qu'elle véhicule des représentations transphobes à mes followers et que du coup, faut les supprimer. Et du coup, je fais un pas qui corrige un peu les critiques qu'on pourrait faire à mon image, mais qui en fait ne cherche pas vraiment à m'excuser auprès de la communauté blessée, et ça va jusqu'au point où je laisse mes vidéos transphobes qui ont fait 70 millions de vues, comme si ça suffisait pour les compenser d'avoir fait 2 entretiens qui n'ont même pas 2 millions de vues cumulées. Le problème que j'ai avec Thibaut, du coup, c'est sa stratégie. À chaque fois qu'il fait une connerie, en fait, déjà, il tient des excuses dans des espaces qui sont beaucoup moins visibles que ceux où il a parlé au départ, et c'est pas vraiment des excuses, c'est plutôt des justifications qui sont faites à posteriori, où il dit je comprends mieux votre point de vue, machin. Par exemple, sur le tableau, le drapeau français, la vidéo qu'on a vue au début, elle est hyper intéressante parce qu'il est hyper clair et il dit les islamophobes, je vous pisse dessus, oui, mais c'est dans un live qui va faire 5000 vues, là où le short sur le drapeau français, juste sur YouTube, c'est 2,7 millions de vues. 2,7 millions de vues. Donc la compensation, elle est pas équivalente. Elle est pas équivalente. Il faut un short où ils viennent dire ça, en fait, tu vois. Pour le moment, c'est trop creux. Et c'est pas fait dans les bonnes proportions. En fait, moi, je réfléchis comme ça. Je me dis que souvent, en fait, à gauche, on a une image de gens extrêmement sectaires qui jugent tout le monde et qui ne donnent jamais la possibilité aux gens de s'excuser. On a l'impression qu'on est des espèces d'inquisiteurs de la bonne moralité qui débarquent et dès que quelqu'un a fait quelque chose de mal, on débarque, on le juge et il n'a aucune possibilité, en fait, de réparer les erreurs qu'on pointe du doigt. Et j'avoue, pour être honnête, que c'est un peu vrai. En fait, on laisse trop peu de place à la question du pardon dans nos propres milieux. On n'en parle pas assez. Et finalement, le fait de pardonner ou non quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui est laissé totalement au collectif. Moi, des fois, je vois des gens qui ont fait des trucs, je suis vraiment pas d'accord. Et d'un coup, collectivement, on est tous là, non, mais c'est bon, lui, ça va, machin. Et d'autres fois, je vois des gens, je trouve qu'ils ont fait un truc pas si grave. Et là, c'est jusqu'à la fin des temps, non, cette personne, elle est problématique et tout, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vraies démarches, de vraies propositions de démarche de qu'est-ce qu'on peut faire déjà si un jour vous avez fait un tweet pas bien, vous avez fait ci, vous avez fait ça et vous voulez vous en excuser, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si on est vraiment dans notre logique de gauche jusqu'au bout, en fait, pour moi, on reconnaît qu'on vit dans un système discriminant et violent qui produit des individus qui sont conformes à sa norme. Donc, on est obligé, si on réfléchit comme ça, d'accepter qu'il y a ce qu'on appelle un déterminisme social à l'existence des personnes discriminantes. En gros, pour résumer ma phrase, elle a l'air très compliquée comme ça, mais en gros, la société dans laquelle vous êtes, elle va parfois être raciste, elle va parfois être sexiste, elle va parfois être validiste de manière totalement ordinaire, et vous allez grandir là-dedans, et la manière dont vous allez être éduqué dans cette société, ça va être avec des représentations qui peuvent être racistes, sexistes, qui peuvent être validistes, et vous allez les porter, et ne pas forcément en avoir conscience. Il va falloir trouver une manière pour un individu qui a envie de sortir de ça, qui a été pris là-dedans, de pouvoir en fait sortir du système sans que pour autant on le tienne responsable jusqu'à la fin des temps de tout ce qu'il ou elle a pu dire ou penser avant. Parce que la réalité, c'est que s'il y a une production sociale des personnes discriminantes dans nos sociétés, la réalité, c'est que ces discriminations, on les porte toutes et tous un peu. Il y a un vrai truc très fort qui est qui a accepté, quand bien même on est militant de gauche et qu'on fait beaucoup de travail sur, justement, pour déconstruire ces normes-là et tout, en fait, la vérité, c'est que nous-mêmes, nous sommes porteurs de discrimination. Et on l'a toutes et tous été à un moment donné de nos vies. Penser comme ça n'excuse pas, attention, tous les actes automatiquement. Ça n'efface pas l'ardoise, mais ça doit laisser de la place par contre à une réflexion sur la réhabilitation de celles et ceux qui en ont envie. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans une tendance et qui a envie de sortir un peu de la pensée dominante, de son racisme, toutes les discriminations qu'elle propose, et que tu vois que cette personne-là, elle est en train de faire des pas justement pour sortir de la mentale collective facho, quoi, si vous voulez, pour dire les choses simplement, et que nous on arrive, on dit non, on pardonne jamais.
Ben ouais, donc cette personne, elle fait quoi, tu vois? Elle retourne dans son coin et comment ça marche? En fait, on est dans une bataille idéologique, quoi. Et dans cette bataille idéologique, on doit ramener le plus de gens avec nous. Et ramener les gens, bah, ça passe à un moment donné par leur donner la possibilité de s'excuser. Et ça, c'est compliqué. Parce que on n'a pas vraiment de discussion collective sur ça. C'est un vrai problème. D'ailleurs, on commence à beaucoup l'avoir et ça commence à se répéter de plus en plus avec Internet. Parce qu'avec les politiques et les politiciens, ils décidaient entre eux, mais sur les réseaux sociaux, on décide entre nous et c'est à nous de poser les questions et c'est à nous de choisir. Et c'est pas simple. Qu'est-ce que on considère comme impardonnable, qu'est-ce qu'on considère comme étant potentiellement un espace où on peut se remettre en question, où on peut changer, etc. Dans quelle mesure on est prêt à accepter de dire qu'une personne a changé. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Hein. En fait, c'est vraiment un gars qui ne comprend pas tout, comment fonctionnent les discriminations en général. Oui, il prend en compte maintenant le discours de certaines personnes concernées, mais il ne saisit pas du tout comment ces comportements ont pu blesser. D'ailleurs, en faisant ça, il pense aussi sûrement se laver de toutes les discriminations dont il peut faire preuve, alors que ce serait hautement improbable qu'il ne porte plus de biais racistes ou transphobes aujourd'hui. Enfin, moi, je pense qu'à un moment, il faut décaler la focale de Thibaut InShape. Moi, ce que je trouve intéressant avec Thibaut InShape, c'est qu'en vrai, il y a un Thibaut InShape un peu dans chacun de nous. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ce que je veux dire, il y a un moment, en fait, il faut décaler la focale et se dire que ça pose une question beaucoup plus large, à savoir que si on prétend combattre un système raciste, discriminant et global qui promeut des idéologies violentes et discriminatoires, en fait, ben, il faut bien qu'on trouve comment faire pour essayer d'accepter des gens qui arrivent dans nos espaces et qui sont porteurs ou porteuses, ou qui ont été porteurs ou porteuses à un moment donné de ces discours discriminants. À gauche, aujourd'hui, on est dans un truc d'acceptation de plus en plus clair concernant des gens qui ont pu être d'anciens FAF et qui reviennent complètement sur ça et qui disent putain, mais je me suis fait complètement embarquer, je sais pas, par Alain Soral à l'époque et tout, il avait embarqué pas mal de gens qui sont revenus depuis, hein. Donc des fois des streamers ou des gens comme ça, hein. On a eu quelques cas, hein. Mais maintenant, la question se pose, voilà, sur les personnalités publiques, les personnalités qui ont pu tenir des propos, voilà, jusqu'à quel stade on est prêt à excuser, qu'est-ce qu'on considère comme étant des excuses, tout ça, en fait, c'est des questions qu'on n'a pas discutées. Et en fait, autour de Thibaut InShape, c'est ça qui m'a intéressé, moi, c'était de voir que, en réalité, le débat, il était cristallisé sur les gens qui disent non mais c'est bon, tout est pardonné, et les gens qui disent non, c'est impardonnable. Et en fait, moi, le débat que j'ai envie de faire, c'est le débat de mais en fait, qu'est-ce qu'on considérerait comme pardonnable? Moi, je peux proposer une take, je peux proposer une piste, mais je peux pas décider pour tout le monde. Je peux juste dire, voilà, moi, ce que je me dis là, dans cette direction, on pourrait aller et ça pourrait être intéressant. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos où je parle de la question du cancel. Je pense que le cancel est une arme politique efficace dans certains cas, mais attention, c'est pas l'arme qu'on peut sortir systématiquement dans toutes circonstances et pour tout le monde et en permanence. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on ait une modulation du truc, quoi. Qu'on se dise que c'est vraiment le dernier recours quand on n'a plus le choix, hein. Et du coup, je me suis dit, voilà, que ce que j'allais faire pour conclure ce live de manière intéressante, c'était proposer que sur ce genre de truc, où on a quelqu'un qui a tenu plutôt des propos, on va pas rentrer dans des histoires de violence à la personne, il y a des victimes, des trucs comme ça, machin. On va rester sur des propos tenus problématiques. Je propose qu'on mette en place un protocole d'évaluation des excuses. On se met ça dans un coin et on se dit, voilà, la prochaine fois, on peut évaluer le truc comme ça et on voit si les gens s'approchent du truc bien fait ou pas, et ça nous donne peut-être un moyen de décider, voilà, si on considère que la personne, bon, bah finalement, c'est en train de devenir petit à petit, peut-être pas un gaucho, mais peut-être pas un facho non plus, quoi. Vous voyez l'idée. Donc je redis, hein, pour moi, ça marche pas, hein, pour tout ce qui est violence à la personne, affaires judiciarisées, VSS, etc. et tout. C'est juste un protocole pour des gens qui ont eu des propos, des trucs comme ça, l'excusomètre, voilà. Donc l'excusomètre, il est en 5 points, 5 questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non, et on voit à peu près comment la personne se situe dessus. Point numéro 1, l'auteur de l'offense se présente-t-il comme un offenseur? Ça veut dire, est-ce qu'il dit clairement qu'il a offensé quelqu'un? Oui, j'ai tenu des propos discriminants à l'égard de tel groupe, nani nana. L'auteur de l'offense reconnaît-il clairement la responsabilité du comportement reproché? Il ne se justifie pas. Il reconnaît sa responsabilité. Il dit, oui, c'est moi qui ai dit ça, nanani nanana. L'auteur de l'offense adresse-t-il ses excuses clairement aux personnes ciblées par son discours? L'auteur de l'offense s'excuse-t-il de manière à ce que la réception de l'excuse soit supérieure ou proportionnelle à celle de l'offense? Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que s'il a tenu des propos publics problématiques, disons dans une vidéo YouTube qui a fait 3 millions de vues et qu'après il s'excuse dans une story Instagram qui va être supprimée, ça ne marche pas, ça ne compte pas. Et l'auteur de l'offense propose une compensation à l'offense et un projet de rectification de celle-ci. Donc à savoir supprimer la vidéo, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un bon début
pour essayer de voir si la personne s'excuse réellement. Attention, hein, je dis pas que l'outil est fait. Hein. Moi, je propose le premier boulon là, hein, et vous en faites ce que vous voulez derrière. Hein. Du coup, voilà, si on suit ce principe, ben, je pense que Thibaut InShape, en fait, il a rien fait qui soit impardonnable, tu vois. C'est problématique et c'est grave, mais je pense qu'il y a plein de choses, en fait, sur lesquelles, honnêtement, on pourrait finir par dire ça va, à condition qu'il s'en excuse vraiment. Bon, voilà, finir sur les personnes trans, une vidéo qui serait destinée aux personnes trans, qui explique qu'il a vraiment pris conscience d'avoir tenu des discours transphobes dans ses shorts, qui s'en excuse auprès de la communauté trans, qui va supprimer les shorts en question, et derrière, qu'on sente que voilà, il y a une vraie volonté de sortir de ces discours transphobes ordinaires, et voilà, une réparation qui passerait à la fois par la suppression des shorts en question, et peut-être voilà une nouvelle vidéo intéressante avec Lexi ou quelqu'un comme ça. Bon, pas sûr que Lexi serait d'accord, qu'elle a déjà assez de problèmes dans la vie, ou Morgane Noam, enfin quelqu'un qui viendrait répondre en ayant peut-être un peu plus de data sur ces questions-là. Et après quelque chose qu'il faut suivre politiquement, voir s'il y a des évolutions sur ce sujet-là. Il y a peut-être des gens qui vont dire ah c'est abusé, les gauchos machin, vous êtes là, la pureté, naninana. Mais franchement, c'est pas non plus se couper un doigt ou se flageller en place publique. Hein. Faire ça, c'est montrer qu'on a pris en compte la gravité de la chose et que c'est pas une polémique d'internet et juste des gens qui s'énervent pour rien. Oui, sur internet, il y a des gens qui s'énervent pour rien. Oui, il y a des gens qui font des sauces pour n'importe quoi. Et des fois, par contre, il y a des gens qui sont vraiment blessés. Il y a des gens qui souffrent vraiment de certains propos. Et en fait, reconnaître cette souffrance, ça passe voilà par être capable de faire des grandes gestures, quoi. C'est important en fait. Montrer qu'on fait un vrai geste, qu'on est vraiment conscient du problème. En faisant ça, moi je trouve que déjà tu te positionnes clairement et de manière indiscutable. En fait, si tu reviens derrière sur tes propos derrière et que tu recommences à faire de la merde, on sait que t'es une merde et voilà, et c'est réglé, point final. Tu vois, ça arrête d'être ambigu et flou. T'as fait ton grand mea culpa parce que tu t'es moqué des chauves ou un truc comme ça, tu vois, et 5 minutes après tu refais une blague. Bon, voilà, on sait que tu t'es foutu de notre gueule, que les excuses n'étaient pas sincères. Voilà, on parle plus de toi et c'est réglé. Mais aussi, je trouve que c'est intéressant parce que la personne qui fait ça, en le faisant, elle va être forcément amené à fermer la porte à la partie transphobe de sa communauté, qui va lui tomber dessus, qui va dire quoi, mais tu cèdes au lobby transphobe ou je ne sais quoi, machin, nanani, nana, enfin pas au lobby transphobe, au lobby trans ou je sais quoi, tu vois. Et il va falloir leur répondre, il va falloir être à la hauteur, pourquoi pas se faire épauler par des personnes concernées pour le faire bien. Et en fait, à un moment donné, tu claques une porte. Voilà, comme il dit dans la première vidéo, quand il dit je pisse dessus aux islamophobes, ça revient à dire ça à toute la part de sa communauté qui pourrait porter ces idées-là et leur dire mais barrez-vous, on veut pas de vous, cassez-vous. Et en fait, en faisant ça, ça casse complètement l'aspect acceptable socialement de ce genre de discours, ça les renvoie à quelque chose de problématique, et oui, tu perds une partie de ta communauté, mais je pense que t'en gagnes une autre bien plus grande derrière au bout d'un moment. Est-ce qu'on regarde la partie où ils ont dit qu'il faut qu'on pisse sur les fachos? On peut finir à chaque fois, je propose le protocole d'excuse par un message où on dit qu'il faut pisser sur les fachos. Vous imaginez les 5 points hyper sérieux et puis le mec qui veut se barrer, il dit hop, le dernier point. Ah oui, pardon. Oui, je pisse sur les fachos. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Voilà, c'est une idée en l'air. C'est pas pour dire qu'il va falloir faire ça comme un contrat à suivre, etc. Mais avoir des propositions qu'on puisse soumettre aux gens en leur disant voilà, en fait, je pense que dans cette direction-là, il y a moyen en fait de remettre vraiment les choses en question. Peut-être qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube quand je posterai le replay, n'hésitez pas à le dire dans le chat maintenant, mais je pense que si on a vraiment aucune discussion sur qu'est-ce qu'on accepte comme espace d'excuses, qu'est-ce qu'on accepte comme possibilité de se remettre en question, machin et tout, en fait, on va forcément perdre énormément de monde. Et dans le cas d'un Thibaut InShape, en fait, à un moment donné, ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'il soit récupéré par l'extrême droite. Que derrière, en fait, nous, on ferme la porte éternellement, alors qu'on voit qu'il y a des tentatives, tu vois. C'est pas parfait, mais il y a des tentatives de se sortir, en tout cas, de la fachosphère. Et nous, du coup, si on ferme totalement la porte, en fait, je me dis, mais imaginez, en 2027, le mec soutient Bardella, ou Zemmour, ou je sais pas qui, ou Hanouna, tu vois. On veut pas un Thibaut InShape qui soutient une candidature de Hanouna, quoi. Ce serait la pire situation du monde. Donc, il faut qu'on réfléchisse politiquement à ce genre de sujet. Je m'attends pas non plus à ce que les gens fassent tout d'un coup, tu vois. J'imagine pas un Thibaut InShape qui arrive, ça sonnerait hyper fake et qui fait des excuses systématiques. Vous imaginez à tous les groupes sociaux auxquels il a pu dire un truc problématique ou je sais pas quoi. Mais tu vois, pour moi, c'est un truc où largement, si la personne il va petit à petit, tu peux te dire ah ouais, ça progresse. Par exemple, sur la vidéo sexiste, bon personne s'en rappelle à part moi manifestement. Au pire, t'es pas obligé d'en reparler tout de suite. Déjà, tu supprimes la vidéo, qu'elle soit plus sur ta chaîne. Et si le sujet revient dans une discussion, tu justifies pas
méchant en disant ah mais c'était l'humour de l'époque, nanani nanana machin. Tu peux dire 2 mots hein, sur le fait que t'avais pas compris à l'époque la gravité de la chose, mais que t'en as pris conscience, que désormais tu te rends compte que c'était vraiment sexiste, que ça propageait du harcèlement, des représentations sur le harcèlement sexuel que tu veux pas du tout propager, et que tu t'excuses auprès de toutes les femmes et toutes les personnes que ça a pu choquer, un truc comme ça, tu vois. Ça, enfin, je veux dire, c'est pas infaisable, et au départ, ça se base juste sur tu supprimes la vidéo, comme ça elle arrête d'exister en ligne et de perpétuer la représentation. Pareil pour les propos islamophobes, on lui pose tout le temps la question, et à chaque fois, on l'a vu, ce qui manque dans sa communication, c'est simplement une reconnaissance des faits. C'est arrêter les justifications, le storytelling sur l'humour, arrêter les histoires de oui, mais en fait, j'avais été agressé, donc je répondais à une agression, je sais pas quoi, nanani, machin et compagnie, et arriver et dire non, simplement voilà, j'ai été islamophobe à l'époque, je m'en rendais pas compte, maintenant je le réalise, je m'en excuse auprès des personnes musulmanes, et depuis j'essaie de faire du mieux que je peux pour lutter contre les discriminations à leur égard, et je veillerai à ce que dans ma communauté des propos comme ça soient pas tenus, nanani nanana. Manifestement, dans les vidéos qu'il fait ces derniers temps, je suis allé regarder un peu les vidéos, il a parlé voilà du sport dans le ramadan, il a fait une autre vidéo sur le ramadan, il a fait une autre vidéo où il est allé dans une mosquée. Bah, tu vois que le mec, il a vraiment manifestement envie en plus d'ouvrir vraiment la discussion avec la part de sa communauté musulmane et de leur laisser de la place et tout. Donc il manque pas grand chose, mais le cap à passer, il est dur. Mathieu Briassi, journaliste, streamer, chercheur, youtubeur, maintenant chargé de com spécialisé en excuses. jamais. Non, c'est une pure réflexion militante. Moi, je suis pas là pour racheter votre youtubeur préféré et tout, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse profondément, c'est 2027. En 2027, on va vivre une bataille politique énorme. Elle a déjà commencé. On n'est pas bien. On n'est pas bien, hein. On n'est pas nul. C'est pas la catastrophe, mais on est un peu dans le caca. Voilà, à ce moment-là, moi je préfère un Thibaut InShape qui, sans être de gauche, n'est pas pour autant assimilé, récupéré par l'extrême droite pour faire voter les jeunes Bardella ou je sais pas qui, tu vois. Il y a un enjeu politique à accueillir, à accompagner ces volontés de changement, surtout qu'elles semblent sincères. Quand bien même il y a une histoire financière et pécuniaire derrière, il y a une volonté, il y a une action, tu vois. On l'a de personne d'autre, hein. Enfin, tu vois, sa vidéo sur la politique, il est pas obligé de dire tout ce qu'il dit, hein. Il a envie de tenter des trucs. Bon, bah moi je dis pourquoi pas. Essayons d'envoyer des messages où on dit ok, pourquoi là. C'est pas encore parfait, il y a encore pas mal de taf, frérot. Mais on est prêt à écouter. Là, je pense que c'est vraiment un enjeu politique à accueillir, à accompagner les volontés de changement des uns des autres, de réfléchir à cette question de l'excuse, de pas renvoyer tout ce qui ne va pas dans notre sens à l'impardonnable, au cancel automatique. Ça veut pas dire pour autant qu'on doit pas rester exigeant et se contenter de peu. Voilà, moi je le dis, pour le moment, pour moi c'est trop peu, et je resterai toujours intransigeant sur ce qui pourra être dit à l'avenir ou quoi que ce soit. Mais je trouve que voilà, il y a un travail politique à faire, et ce travail politique, il pourra avoir des conséquences extrêmement bénéfiques pour tout le monde. Et à la fin, c'est surtout, enfin, il le disait un peu dans sa première vidéo, quoi, mais c'est pas la guerre, le but c'est de faire société, etc. Et exactement. Moi, jusqu'à un certain point, je pense qu'on peut faire société, se tolérer les uns les autres. Tout le monde n'est pas obligé d'être de gauche. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord à 100% avec moi sur tous les sujets. Moi, ce qui me fait peur, c'est le fascisme. Et le fascisme, aujourd'hui, il est au pouvoir dans de plus en plus d'endroits. Il est violent, il tue. J'en ai pas une peur sur une panique morale, j'en ai une peur parce que c'est des mouvements politiques qui commettent des attentats, qui assassinent, qui tuent des gens. Je ne veux pas de l'extrême droite au pouvoir, et il y a évidemment un effet de nuisance possible gigantesque à avoir des influenceurs de la taille de Thibaut InShape qui pourraient être récupérés par l'extrême droite. Donc c'est une bataille politique aussi de réfléchir à ça, quoi, réfléchir à l'excuse et réfléchir à la place qu'on donne aux uns et aux autres. Et puis au-delà de Thibaut InShape, je veux dire, dans toutes les luttes militantes, si on veut vraiment gagner les combats qu'on mène, on a besoin, à travers des exemples comme celui-là, de montrer que en fait on laisse de la place à l'erreur, qu'on laisse de la place aux gens pour nous rejoindre, qu'il n'y a pas besoin pour être de gauche d'être une personne qui soit parfaite depuis toujours. On a vraiment besoin d'une réflexion collective sur le fait de récupérer les gens qui ont été forgés dans une société qui est problématique. La société dans laquelle on vit, elle est problématique. Donc pour que le militantisme ne soit pas réservé à celles et ceux qui, par un espèce de miracle, n'ont jamais perpétué une discrimination, bah il va bien falloir à un moment donné se poser la question de quelle place on peut donner à des gens qui ont peut-être eu des comportements, des propos discriminants envers tel groupe, mais qui auraient sincèrement une volonté de changer et de sortir justement de ces représentations violentes, problématiques, etc. Après, le problème, c'est qu'il a une logique ultra-libérale dont je sais pas s'il arrêtera les shorts
transphobe ou qui surfe sur l'insécurité tant que ça lui fait des vues. On voit bien qu'il y a des volontés de changement. Maintenant, la balle est dans son camp, tu vois. Pour moi, si les shorts transphobes ne disparaissent jamais, qu'ils continuent à faire des vannes comme ça et tout, ben oui, à un moment donné, je pourrais pas dire que le type, je suis d'accord avec et ça deviendra un ennemi politique. Là, pour le moment, c'est ni l'un ni l'autre. C'est quelqu'un qui est flottant et je pense que les personnes flottantes, bah, ça a toujours été le cas en politique. Une personne qui doute, une personne qui se remet en question, une personne qui réfléchit, c'est une personne à laquelle il faut aller parler. Maintenant, faut pas le faire n'importe comment. Si c'est aller parler juste pour lui taper dans la main et lui dire vas-y, je te valide politiquement, je vais t'apprendre à mieux réfléchir politiquement et après tout sera résolu et jamais je te parle des propos discriminants ou problématiques que t'as pu tenir, jamais je te remets face à des paradoxes dans tes comportements, tes discours, etc., etc. Ça va pas fonctionner. Il faut vraiment être dans un truc où on revient sur les problèmes et après on en discute et on voit ce qui peut être fait, tout ça. Et évidemment poser la question de l'extrême droite qui me semble extrêmement importante. Tu vois, le but c'est pas non plus de faire des camps de rééducation où on demande aux gens de devenir des communistes ou je ne sais quoi. C'est plus de l'espace. Donner de l'espace aux gens pour changer, se remettre en question. La lutte contre le fascisme, c'est souvent en fait simplement une lutte contre les discriminations. Et après, sur le reste, on n'est pas obligé d'être d'accord. Sur l'appropriation des moyens de production, franchement, c'est très secondaire dans la société dans laquelle on vit pour le coup. Je pense que c'est hyper intéressant de plutôt se poser la question du vivre ensemble et de dire, voilà, on a une explosion d'un discours politique qui est fondé sur la discrimination. Ce qu'on veut, c'est en sortir le plus de gens possible parce qu'en fait, ce discours sur la discrimination, aujourd'hui, il tue, il est dangereux, il est violent et il faut y faire attention. Bon, voilà, donc pour conclure, à mes yeux, Thibaut InShape n'est pas lavé de toutes les conneries qu'il a pu dire, loin de là, mais j'espère sincèrement qu'un jour il ira dans le sens de cette démarche-là, de se remettre en question, que en tout cas il va continuer dans la lancée dans laquelle il est. J'espère sincèrement qu'en 2027 on aura clairement un Thibaut InShape qui dit pour moi l'extrême droite c'est pas ok, ne votez pas à l'extrême droite, votez pour qui vous voulez mais pas pour les fachos, ce serait déjà extraordinaire. On n'y est pas encore. Mais peut-être que c'est possible. Donc soyez exigeants, gardez votre exigence. Ne partez pas du principe que tout est résolu parce qu'une personne voilà a commencé un peu à changer, à changer d'avis, réfléchir et tout. Mais considérons quand même la situation telle qu'elle est, à savoir que il y a des pas qui sont faits dans le bon sens et à nous de voir ce qu'on est prêt à accepter et comment est-ce qu'on peut les accompagner. C'est la fin de ce live qui était, je l'espère, intéressant. J'ai essayé de vous le taffer autant que possible, de vous apporter le plus d'éléments, de vidéos, que vous ayez de quoi vous poser des questions, de quoi vous faire un avis. Je prétends pas avoir raison. Vraiment, je le tiens à le dire, je prétends pas avoir raison. Je le dis aussi aux gens là sur YouTube qui passeront sur la vidéo. Voilà, je suis pas certain d'avoir raison, peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à proposer ou à dire vos idées dans les commentaires, s'il vous plaît. Soyez évidemment respectueux et respectueuses. Personne n'a la réponse magique à ce sujet-là, mais par contre, tant qu'on ne se pose pas la question, on pourra pas trouver la réponse. Donc c'est plutôt ça ma demande, c'est voilà, commençons à y réfléchir et on verra bien les solutions qu'on trouve. J'espère qu'elles seront bonnes, mais personne ne peut le prédire à l'avance, hein.